Bonsoir à tous ceux et celles qui viennent se délecter de nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Mais bon, il faut en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux et celles qui nous rejoindront plus tard, quand le moment vous adonnera. Mais je vous conseille quand même d'écouter cet épisode en soirée. Parce que selon moi, la thématique d'aujourd'hui a à voir avec le soir. Je ne sais pas si Pépé va être d'accord avec moi, mais nous sommes en tête à tête pour cet épisode 33. Et je pense que c'est tout à propos que je sois avec Pépé, parce que nous allons parler d'une passion commune qui est en lien avec le jeu de rôle, mais qui alimente peut-être autant et même plus nos conversations par moment. Il s'agira donc de cinéma et par la bande aussi de télévision. Donc l'épisode 33 pardon, pourrait avoir comme titre S'inspirer du cinéma et de la télévision pour nos parties de jeux de rôle. Tout d'abord, bonsoir Pépé. Bonsoir, Marika, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, ça va bien, merci. Merci de me Voilà, recevoir en tête à tête pour se discuter entre les dés, qui avec aborde des plaisir. sujets qui me stimulent énormément. Mhm. Voilà, c'est la raison pour laquelle je trouve que tu es l'invité parfait pour se discuter entre les dés. Et c'est aussi pour ça que je te reçois, probablement dans ma cour de sorcière où on s'est improvisé un cinéma maison, parce que malgré toutes nos conversations par rapport au monde du cinéma et de la série, nous n'avons jamais eu la chance de voir un film C'est vrai, ensemble. Et c'est quand même, vrai. on a souvent évoqué le fait qu'il faudrait aller voir des films ensemble. Mais vu la distance qui nous sépare, on n'y est jamais allé. Donc, ça pourra faire un peu office de remplacement, cet épisode. Mhm. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, on y arrivera. Ben, Mais on a déjà passé proche. On a déjà passé proche. hmm, Il me semble que oui. je... Il me semble que oui. je me rappelle qu'on en a beaucoup discuté, mais passer proche, je ne suis pas certaine. Mais dans Bon, tous les regarde. cas, au moins, on prend cette occasion pour en parler. Oui, Voilà. Ma première question. Donc, oui. quelle est la première accroche dans un film ou dans une série qui te ramène au jeu de rôle? Qu'est-ce qui te fait passer de l'un à l'autre lors de l'écoute d'un film ou d'une télésérie? Fait que dans le fond, ce que je veux dire, c'est à quel moment, pendant que tu es en train d'écouter un film ou une série, tu as comme le réflexe de dire, ah, ça c'est bon, là. Ça, faudrait que j'utilise ça dans une partie de jeu de rôle. C'est quoi qui fait en sorte que l'un déclenche l'autre, mettons? Mhm. Mhm. Ben, excellente question, déjà. Merci de la poser. Puis juste pour être sûr que ce soit bien clair aussi, tu vas y répondre également, parce qu'on est justement en deux, Oui, là, tu sais, on tout est à juste en fait. 1v1, fait que parfait, je suis pas tout seul à répondre. Il y a juste à la Euh, question poison ok, que je ok, répondrai pas. ok, parfait. Eh bien, je te dirais que ça va être deux choses. En premier lieu, la musique. La musique, beaucoup, est quelque chose qui va énormément stimulé, on va dire laissé dès que les premiers sons, les premières symphonies ou tu sais, les premières notes qui se font entendre laissent se présager que ce soit une ambiance, que ce soit un ton précis ou même le thème du film en soi. Je trouve que ça démontre selon moi une belle manière d'aller stimuler les autres sens que la vue dans le contexte de l'écoute d'un film ou Mm. d'une série. Puis je pense que ça peut très bien se transposer dans le contexte d'un jeu de rôle également. Tu sais, je veux dire, toi puis moi, les deux, en fait, on est très, comment je pourrais dire, on est très tourné là-dessus. On va souvent se jaser de, on va souvent se jaser de musique de film ou de musique point Mhm. barre quand on est rendu à faire des parties parce que justement, on essaie de trouver qu'est-ce qui peut être intéressant, tu sais, qu'est-ce qui va être intéressant à avoir en audio pour la partie et tout ça. Fait que, oui, ça, définitivement, ça fait partie, je crois, des éléments. Et je dirais également aussi l'environnement dans lequel se déroule la partie, dans le sens que, tu sais, mettons, euh, je prendrais par exemple un exemple très 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 flagrant, genre Midsommar qu'on a vu tous les deux, qu'on connaît bien. Mhm. Mais tu sais, tout se déroule de jour, tout se déroule souvent tu sais, en endroit rural, quasiment juste dans des champs, tu sais, autour d'une forêt. Et ce qui est intéressant, c'est de faire justement l'espèce de comparaison entre ce que l'environnement nous, on va dire, nous fait ressentir, mais aussi ce qu'il nous présente par rapport au ton et au thème des films. Puis ça aussi, je trouve que c'est Mhm. intéressant à exploiter en jeu de rôle parce que l'environnement, ça se décrit bien, ça se décrit bien avec tous les sens aussi. Fait que, Mhm. ouais, je dirais ça. Mhm. C'est pas pire comme Puis, question, comme réponse. c'est excellent. Puis, je Merci. rebondis en fait sur ce que tu dis par rapport à Midsommar, qui est personnellement mon film d'horreur préféré. Mais bon, certains diront que c'est pas un Bon. film d'horreur, mais moi, justement, ce clash-là entre ce qu'on veut te dire, tu sais, le ton de ce qu'on te propose, mais ce qu'on te présente est Mhm. tout à fait
dans les opposés. Tu sais, il y a un soleil super brillant, il y a cette idée d'un été et tout ça, puis en réalité, c'est hyper glauque et hyper sombre, là, ce qui est en train de se passer. Mhm. Fait que ça, je trouvais ça vraiment bien joué, justement, puis j'imagine que lorsque c'est transposé dans une partie de jeu de rôle, ça se sent autant. C'est ça, les joueurs doivent autant ressentir, justement, cette contradiction-là entre ce qu'on leur décrit comme environnement et ce qu'ils peuvent ressentir dans l'ambiance ou le ton de la partie de jeu de rôle si on leur a dit par exemple qu'on allait jouer une partie d'horreur. Là. Pour rebondir sur la musique, puis je pourrais en parler aussi parce que c'était l'un des points d'accroche pour moi. Est-ce qu'il y a une soundtrack de film ou de série aussi que lorsque tu l'as entendu, tu t'es dit je veux vraiment mettre en scène une scène de jeu de rôle dessus où j'aimerais jouer un personnage sur cette chanson-là ou sur cette soundtrack-là? Sur une trame de musique précise, je ne pense pas. Je pense pas avoir vraiment tu sais, une trame où j'ai entendu que j'ai immédiatement fait ah oui, là, ça va être maintenant, ça, c'est pour que je le joue dans une partie. Par contre, il y a un type de musique ou peut-être même tu sais, une type d'ambiance ou une manière que la musique est présentée que ça, je vais souvent trouver qu'il y a des éléments pertinents à aller chercher, à réutiliser dans des parties pour pouvoir accentuer certains éléments. Comme par exemple, il y a beaucoup de trames sonores qui sont faites je trouve, par Hans Zimmer, qui sont intéressantes, surtout dans les plus récentes, je dirais, au niveau justement de l'espèce de répétition, puis au niveau d'une musique qui va demeurer toujours un peu ambiante, sans pour autant être trop, on va dire, dérangeante ou trop variante à mesure que la partie avance, puis que soudainement, ça devient des gros violons qui se mettent à jouer alors que le moment dans la Mhm, partie est plus tranquille. Je prendrais par exemple, il y a Dunkirk, par mhm, Christopher Nolan, que je trouve que c'est très intéressant à ce moment-là parce qu'il y a tout le temps une espèce de build-up, excusez-moi, l'anglicisme de tension qui se fait à mesure que le film avance avec justement la musique et tous les petits indices et tous les petits clins d'œil au temps qui passe avec le bruit de la montre et tout ça. Fait que, parce que dans le film, on entend justement une espèce de clic-clic d'une montre qui avance tout le temps, constamment. Et ça, je trouve que c'est tout le temps intéressant, aller chercher quelque chose qui est justement très ambiant, qui peut s'utiliser à plusieurs situations, à plusieurs moments différents. Je dirais que ça serait ça un peu ma réponse. OK, excellent. À Mes toi, deux points à Marika? moi. Ouais, c'est ça. Moi, l'accroche, ben, il y en a un des deux, l'une des deux qui est la même que toi, c'est la musique. Bon, on Mhm. l'a mentionné que c'était vraiment l'un des aspects qu'on aimait du cinéma en soi, la trame sonore ou bien même le son. J'ai l'impression qu'on porte peu l'attention au son. Tu sais, admettons, à une trame sonore qui n'a pas de paroles ou c'est juste l'utilisation du son. Puis là, on pourrait en nommer plein, dont Nolan, là, qui utilise beaucoup le son, mais on peut nommer aussi Denis Villeneuve, qui utilise beaucoup euh, du son sans que ça soit nécessairement considéré comme une chanson. Mhm. J'aime beaucoup ça. Fait que ça, souvent, je vais le remarquer. C'est quelque chose qui va faire en sorte que je vais accrocher ou pas. Puis, il y a vraiment des soundtracks de films qui m'ont marqué et sur lesquels j'ai pensé des scènes de jeux de rôle. Et on pourra y revenir tout à l'heure parce que j'en parlerai, mais la soundtrack de Labyrinthe de Pan Oui. est une soundtrack qui m'a vraiment marqué et sur laquelle en fait, j'ai associé la lullaby, là, la chanson qui est constamment chantée à Ophélia dans le film, à un personnage, à un NPC d'une partie que je menais. Donc, c'était la soundtrack du personnage. Fait que quand il était là ou quand il racontait des trucs par rapport à son passé, surtout, c'était cette chanson-là qui jouait parce qu'elle était automatiquement associée à une scène et à ce personnage-là. Donc ça, j'ai fait ça souvent, utiliser des soundtracks de films quand c'était pas dans le cadre d'un enregistrement et qu'on avait tous les droits, là, et les associer à des NPC. Fait que là, mettons, quand les joueurs entendaient la soundtrack commencer, ils savaient que le NPC était pour arriver ou... Fait que, tu sais, ça donnait aussi le ton, ça leur donnait des indices sur ce qui allait arriver dans la scène parce que souvent, je partais la chanson avant que le NPC arrive. Fait que là, au fil du temps, ça a été associé à un NPC. Fait que voilà. Sinon, l'autre point qui est un peu différent de toi, puis on pourra revenir sur l'ambiance puis l'environnement parce que je me rends compte justement que je m'inspire pas tant des ambiances et des environnements des films que je regarde, mais je pense que c'est un souhait, un désir de le faire davantage. Fait que ça arrivera vers la fin lorsque nous parlerons justement de certains univers qu'on a déjà intégrés ou qu'on voudrait, desquels on voudrait s'inspirer. Moi, c'est Mhm. les personnages. Lorsque
il y a des personnages qui sont intéressants ou que je trouve différents, uniques. Souvent, je vais m'en inspirer pour créer des NPC ou pour même baser commencer certains de mes nouveaux personnages en tant que joueuse. Puis c'était Félix, à un moment donné, qui disait que lui aimait bien, admettons, prendre deux personnages de la fiction puis les mixer pour Non, se ça, c'est faire moi. son... Ah, bon, je sais pas. C'est Les moi. deux, vous avez dit ça, en tout cas, parce que Ça se Félix peut, avait ça fait se peut. exactement ça pour Alphonse IV, là. Fait que dans tous les cas, tous les deux. Mais je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Je sais pas si je les mixe, mais en tout cas, je prends des traits de certains personnages de films que j'ai vus et que je trouve intéressant de revisiter justement dans des parties de jeux de rôle. Donc, je dirais que c'est personnages et musique. Puis les personnages, ce sont souvent des personnages qui sont pas issus de films fantastiques qui vont m'inspirer. Même si on joue dans des univers qui sont fantastiques, surnaturels, ça va être souvent des caractéristiques au contraire qui sont très humaines et qui rendent mes personnages plus concrets, mettons plus Est-ce que je peux avoir tangibles. un exemple? Attends, je vais essayer d'y penser. Là, j'en ai juste un qui me vient en tête, puis en plus, c'est un personnage de livre, fait que ça fonctionne pas. Attends. Ah Toi, non, mettons, là, récemment, je... je sais qu'on a parlé, exemple, Je sais qu'on a parlé récemment ensemble d'un film, c'était Saltburn. Est-ce que t'as le personnage, dans le fond, du vilain, ben, vilain, antagoniste, protagoniste, c'est un Ouais. peu difficile à définir. Est-ce que justement c'est le genre de personnage qui t'a comme pourrait t'inspirer pour un personnage non-joueur ou pour un personnage joueur? Ben oui, ouais, pour un vilain. Mais admettons, la première caractéristique que je prendrais de ce personnage-là, ce serait sa ruse, qui est une caractéristique que j'apprécie énormément, probablement ma caractéristique préférée dans tout l'univers. Le fait que mais là, c'est parce que là, on va full divulgacher, là. Tu sais, si vous l'avez pas vu, ça Ouais, se peut ouais, qu'on non, dise des choses, tu comprends. ouais, Mais la ruse, ça dit pas grand-chose, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire, là. ouais, ouais, ouais. C'est comme tout ce qu'il met en place pour arriver à ses fins de OK. façon très vilaine. Ça, je trouve ça excellent. Mais c'est dur, je trouve, à mettre dans une partie de jeu de rôle. Parce qu'il faut que tu gardes beaucoup de secrets. Ouais. Puis c'est un Ce peu qui est plus pas. difficile dans le contexte d'un jeu qui est collaboratif, disons. Ouais, puis oui, et on ne le fait pas très bien, je trouve ça. Le Non, secret, je effectivement. trouve que dans le jeu de rôle, il est pas bien exploité parce qu'on finit toujours par flancher. Souvent, on va dire ah oui, on va garder des trucs secrets, enlever vos écouteurs. Puis après deux épisodes, il n'y a plus personne qui enlève ses écouteurs, puis c'est pas grave, on va faire comme si on le savait pas. Mhm. Mais on devrait toujours enlever nos écouteurs. Voici si vous entendez mon appel. On devrait garder les secrets jusqu'à la fin. Parce que même si on dit, c'est pas grave, on le prendra pas en compte, il y a une partie qui le prend toujours en compte. Fait que voilà. Mhm. Fait que pour OK. un personnage comme lui, je trouve que ça fonctionne plus ou moins. Mais admettons, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Là, je suis en train d'écouter Blue Eye Samurai sur Netflix et je tripe vraiment beaucoup. Et le personnage principal m'inspire vraiment beaucoup de caractéristiques que j'ai pas nécessairement mis en scène, que j'ai pas nécessairement mise en scène en tant que personnage ou en tant que NPC. Puis je trouve qu'elle est très inspirante à ce niveau-là. Fait que, mettons, j'aimerais beaucoup utiliser sa résilience, mais comme une résilience inépuisable, là. Tu sais, elle est tranchée de partout, puis elle va se le relever, puis elle va pas abandonner. Puis je trouve que souvent, c'est banalisé dans les parties de jeux de rôle. Tu sais, on reprend des points de vie, fait qu'on se relève. Fait que, tu sais, c'est comme, alors que j'aimerais ça qu'on l'utilise plus en fonction de décrire le fait que la personne, elle est vraiment épuisée, elle est vraiment à terre, mais qu'elle se relève malgré tout à cause de sa résilience et sa conviction. Fait Mhm. que voilà. Tu sais, des fois, je me dis, surtout, je vois des choses qui sont mises en scène dans les séries, dans les films, qui sont difficilement adaptables. Et là, je vois ça plus comme un défi, mettons. On Comme quoi d'autre, par devrait être exemple? ben là, le secret, c'est un très bon exemple. Justement, la résilience, le fait d'être épuisé, le Les fait parce que cicatrices. exact, parce que je trouve que Mhm. si on est en mesure de décrire l'épuisement d'un personnage, on va être encore plus en mesure de mettre en lumière le fait il y a de la conviction. Tandis Ouais. que lorsque tu te relèves, puis que genre, ça fait tant de fois que tu te fais frapper, mais que ça n'a pas l'air de t'épuiser, ben, la 10e fois que tu te relèves, ça n'a pas l'air d'être tant un effort de te relever. Parce qu'à chaque fois, on l'a banalisé, comme. Mhm. Mais voilà. Je comprends. Fait Je que, comprends. c'est C'est ça. intéressant. C'est intéressant. Ça me fait réfléchir. J'essayais de voir, je réfléchissais à d'autres contextes semblables.
en parallèle entre le cinéma, la télévision et le jeu de rôle pour voir quel autre trait ou quel autre élément est-ce qui est difficilement transposable. Et il y en a plein, il y en a quelques. Mettons, t'as-tu un exemple, toi? Ben, le fait que ben, c'est que moi, mon Dieu Seigneur. Ben, tu sais, les deux que tu as mentionnés, c'est très bon, là, surtout le concept d'un secret, tu sais. Surtout en fait que le but d'un secret, c'est qu'il doit être dévoilé éventuellement aux personnes tu sais, qui consomment l'œuvre de fiction en Mhm, soi. Fait que, tu sais, dans le contexte d'un jeu de rôle, c'est amené à un certain point, il faut qu'il soit dévoilé, mais tu sais, c'est quoi le bon moment pour que ça soit exact. dévoilé? Ben là, c'est comme un peu plus difficile des fois à gérer, à calibrer pour que ça fasse l'effet qu'on désire que ça produise, puis ça pas nécessairement faire l'effet non plus. Sinon, ben, tu sais, sans faire nécessairement pour faire des liens un peu avec d'autres discutants de l'idée que tu as pu faire dans les derniers Mhm, mois pour lesquels j'ai pas participé, ben, tu sais, des fois, il y a certains thèmes qu'on peut voir dans des films ou dans des séries qui on voit très rarement dans le contexte d'un jeu de rôle, comme par exemple justement l'amour ou des choses comme ça. Tu sais, mhm. c'est vraiment rare qu'on voit des grosses scènes émotives, passionnées entre deux personnages joueurs. Et parce que les autres sont juste dans le même puis ils regardent la scène se dérouler. Mhm. Fait que ces genres d'éléments comme ça, mais c'est pour ça qu'au final, ça demeure que ce n'est pas la même c'est pas la même c'est pas la- c'est- ce n'est pas la même chose tout simplement. Tu sais, Mhm. même s'il y a des liens qui se font entre les deux, ça demeure que c'est pas la même manière de vivre, de produire, de consommer, de le jouer. Tu sais, fait que c'est cela, au final, que je Ouais, dis. c'est ça. Puis tu sais, comme justement pour rebondir sur les scènes d'amour et plus sentimentales sur lesquelles on est moins porté en jeu de rôle, je me suis rendu compte en préparant l'épisode de ce soir, puis en faisant l'exercice de répondre aux questions, puis de chercher un peu dans les films que j'avais vus, les séries et tout ça, euh, je me suis rendu compte que j'écoutais beaucoup de drames et beaucoup des drames sentimentaux. Et justement, puisque euh, ça se transmet mal, ou en tout cas, vu qu'on n'en voit pas tant, peut-être on est moins habile ou on a moins l'instinct de le faire, je me Mhm. suis rendu compte que finalement, j'adore le cinéma, puis je considère vraiment que c'est une chose importante dans ma vie, mais j'ai eu de la difficulté à me dire, est-ce que ça m'inspire tant quand je fais du jeu de rôle? Parce que justement, ce que j'écoute majoritairement, ce sont des drames sentimentaux mettant en scène des gens qui vivent des relations ou qui vivent des situations similaires à nos vies de tous les jours, tu sais. Mhm. Ce qui n'est pas ce qu'on fait dans du jeu de rôle. Mais on peut, Mhm. mais c'est pas nécessairement ce qu'on fait la plupart du temps. Tu sais, je sais même pas si je serais capable de nommer une partie dans laquelle j'ai joué ou que j'ai menée qui aurait pu être une partie de la vraie vie. Tu comprends? Tu sais, qui aurait pu Ouais. être une situation de la vraie vie. Dis-moi si je me trompe, là, c'est peut-être que j'avance des hypothèses qui sont non fondées. Est-ce que c'est possible que ça ait des fois peut-être un lien entre le fait que justement dans ces scènes-là, dans ces films-là, veux pas, ce sont des problèmes, oui, du quotidien, ce sont des problèmes de la vraie vie, ce sont des problèmes qui sont très personnels, et peut-être que justement ça peut, dans la majorité des cas, pas tous les cas, mais ça peut dans la majorité des cas se transposer mal dans un jeu de rôle parce que c'est moins porté, c'est moins un exercice qui est porté, du moins dans les jeux de rôle classiques, c'est moins un exercice qui est porté à être très introspectif, solitaire, où est-ce que ton Mhm, personnage va ressentir, tu sais, ses émotions, puis qu'il va ressentir un peu justement, son moment de conflit ou tout ça, alors que c'est un exercice de groupe, fait que tu peux pas passer comme 30 minutes à avoir comme genre, ah, ma femme me laissé. Ah. Tu sais, il y a des autres joueurs autour, les autres joueurs et mhm, joueuses qui sont comme, bah ben, nous aussi, on a des choses. Fait que souvent, les implications sont plus grandes que nature, tu sais, sont plus importantes. Même s'il y a quelques jeux, je trouve, qui peuvent se porter bien là-dessus et qui sont dans un contexte réaliste. Tu sais. Tantôt, je réfléchissais justement pour l'enregistrement de ce soir, puis j'ai pensé, par exemple, à Alice is Missing, ouais, qui est comme, c'est tu ce que sais, j'allais c'est nommer. super réaliste, là. C'est Mhm, super réaliste et je trouve que c'est une expérience, mais tu peux mhm, pas faire une campagne là-dessus, tu sais, sur le long exact. terme, là. Ouais. Mhm. Mais j'ai jamais joué, donc voilà. Fait Mmh. que Ouais, un jour peut-être. peut-être un jour. Est-ce que tu es prêt pour la deuxième question? Oui, bien sûr. Deuxième Ben oui, question. j'espère. J'espère, ça fait 30 minutes qu'on est sa première. Quels sont les mécanismes propres au cinéma ou à la télévision qu'il est possible d'intégrer ou d'utiliser dans nos mécaniques de jeu de rôle? Et petite référence ici, Pépé et moi avons eu la chance de participer à un colloque de Mhm. l'UDM. Si je me rappelle bien, c'était Graphime Midi.
quelque chose comme ça, Oui. le nom. Et puis, il y avait aussi Annabelle, puis il y avait deux personnes de Sol et Dragon, Jonathan et Marie-Christine. Donc, c'était à l'automne, au mois d'octobre, et ça portait justement sur les liens possibles entre le cinéma et le jeu de rôle. C'est disponible ou ça sera disponible sur les réseaux, là. On sait qu'il y a eu un enregistrement et tout ça, donc vous pourrez l'écouter. Mais on a parlé justement de certains des mécanismes qu'on peut mettre en place et qui sont inspirés du cinéma. Donc, lesquels te viennent à l'esprit comme ça? Lesquels utilises-tu ou aimerais-tu utiliser dans tes parties de jeux de rôle, bébé? Ben, tu sais, on les connaît tellement. Tu sais, on dirait que j'ai l'impression qu'on les utilise comme tout le temps dans quasiment toutes nos parties, que ce soit Mais je pense euh, pas que c'est le cas de tout le monde, par non, non, contre. non, je sais, mais je parle vraiment comme, je parle juste, tu sais, en toi puis moi, ce que je vais dire, tu sais, Mhm, ce que je vais dire, ce sera pas une surprise pour toi, là, c'est plus dans ce sens-là, mais tu sais, par exemple, le fameux flashback qu'on a utilisé, que j'ai incorporé déjà dans Lien à de nombreuses reprises, qui est comme clairement une mécanique, de fiction, tu sais, que ça soit, ben, on le voit beaucoup dans les films, dans les séries, mais on peut le voir mhm. également aussi dans la littérature, ça arrive. La caméra, on parle souvent on parle souvent avec l'utilisation de caméra comme étant une caméra témoin qui va filmer une scène, puisque le maître de jeu qui doit, exemple, parler d'une scène en quelque sorte, ben il faut qu'il parle comme étant, tu sais, faut qu'il y ait comme une espèce de base sur laquelle se reposer pour être comme, on va dire, la direction qui regarde la scène en quelque sorte. Tu sais, c'est pas un Mhm. personnage, c'est le narrateur. Fait que c'est le narrateur, il va comme être l'animateur, il va être une caméra omniprésente parfois, témoin qui va filmer une scène, ou C'est le justement point de vue, finalement. du point de vue exactement, ou d'une caméra omniprésente qui va expliquer une scène qui ne se déroule même pas devant les Mhm. personnages. J'arrivais à quelques reprises. C'est quelque chose que je suis moins à l'aise en tant que maître de jeu. J'ai plus de difficultés à faire ça. Je trouve que je trouve ça plus compliqué peut-être à mettre en place dans mon cas. Sinon, à part ça, ben le concept d'une, ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. Il y en avait-tu d'autres comme ça? Mhm. Comme ça? Ben moi aussi, ça ressemble pas mal à ce que tu as nommé. Mais justement, moi, la caméra externe, là, celle qui Ouais. nous raconte quelque chose auquel les joueurs n'ont pas accès, moi, je trouve ça vraiment intéressant, là. Je trouve que ça donne un angle. Puis tu sais, ça donne un angle auquel on n'a pas accès et sur lequel on n'a aucun contrôle. Ouais. Puis justement, ça vient un peu pallier le secret qui est pas gardé parce que même si moi je le sais, je peux rien faire avec cette information-là, mais je la sais, tu sais. Puis là, je donne un exemple. Là. Non, je suis pas sûre qu'on peut donner l'exemple parce que je suis pas sûre que je suis même pas sûre que les Patreons sont rendus là. Bon, regarde, c'est pas. Mais On dans tous donnera les pas cas, l'exemple, mais ouais. ouais, c'est ça. Parce que des fois, en tant que joueur, on va me donner une scène comme ça. Et souvent, ça va être la scène cliffhanger qui va terminer l'épisode, mettons. Mhm. Euh, et ça va vraiment me stimuler à réfléchir pour le prochain épisode. Parce que éventuellement, je sais que cette affaire-là va arriver ou que cette chose-là est arrivée pendant que mon personnage, lui, ne le savait pas. Fait qu'on dirait que ça vient nourrir quelque chose qui est comme une chasse gardée. Je peux rien faire avec, mais je le sais Mhm. que ça me stimule. Fait que je trouve ça quand même cool de pas avoir, même si je déteste ça, pas avoir de contrôle en vie, ça, j'aime quand même ça, ne pas avoir de contrôle sur cette chose-là. Tu sais, tu parlais de flashback. Mhm. Je trouve que on utilise très peu, mais ils le font un peu au cinéma. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête vraiment, mis à part là, tout ce qui concerne le voyage dans le temps, mais mettons des scènes qui seraient un peu une prophétie. C'est quelque chose qui se passerait dans le futur, mais on ne sait pas Mhm. réellement si ça va se passer. La littérature le fait bien, puis des fois, c'est même pas mentionné de si c'est dans le futur ou pas. Mais mettons, Mhm. on n'a pas accès au fait que ça pourrait être dans le présent. Fait que là, souvent, ça rend les gens confus. Mais, admettons, dans les duchés, c'est arrivé qu'on a eu accès à des trucs, en tout cas, selon moi, ça, c'est une Mhm. hypothèse, des trucs qui vont se passer dans le futur ou qui pourraient se passer dans le futur parce qu'après, le futur reste toujours hypothétique. Fait que ça, je trouve que c'est moins exploité. Puis que, encore une fois, ça peut être très stimulant pour les joueurs et les joueuses. Bien dans le contexte, mon Dieu, mais je trouve ça, oui, oui, je trouve ça intéressant. En même temps, je me pose la question, tu sais, dans quel contexte est-ce que tu peux utiliser. On dirait que je trouve ça difficile à utiliser puis à mettre en place dans un contexte où est-ce que si la situation n'est pas arrivée ou si elle pourrait Mhm. potentiellement arriver,
outre être une prophétie de la manière qu'un personnage va avoir un rêve prémonitoire où il va regarder Mhm. dans une grosse bassine d'eau puis il va apercevoir des images qui vont venir du futur. Outre Ouais. ça, on dirait que je trouve ça difficile en tant que meneur de jeu de faire comme imaginer les possibilités dans un futur pas loin. Ce qui se passe en Ouais. partie pourrait devenir comme ça. Mais je suis comme genre, mais pourquoi je ferais ça? On dirait que rendu là, je suis comme, on va Non, le mais découvrir. Je sais pas ce qu'on voit ce que je veux dire. c'est de jumeler justement la caméra externe, ce Ouais, qui se passe avec des personnages autres que joueurs et joueuses ouais, et des éléments du futur. Tu sais, admettons, je sais pas, là, tu sais, tes joueurs, tes joueurs sont dans un village, puis là, le ouais, village sera attaqué. Tu le sais que ouais, dans ta campagne, ça va arriver. Mais ouais. là, tu peux juste faire une scène où on voit les vilains entourer le village. Mais dans le fond, ça va peut-être arriver dans six games, tu comprends? Ouais. Puis là, tu leur donnes accès à ça, mais c'est pas les personnages qui le savent, c'est les joueurs, tu comprends? Et ça aura lieu, peu importe, tu comprends? Ouais. Tu sais, il y a des choses que Mais, tu sais en tant que DM qui vont se ouais. passer. Je sais que Oui, oui, oui. la partie se fait en collaboration, mais il y a quand même des choses qui doivent se passer, tu sais. Ouais, je comprends. Je comprends. Rendu là, est-ce que tu fais juste comme est-ce que dans ce contexte-là, tu ferais juste comme le décrire ou tu ferais juste comme comment je pourrais dire tu sais, tu ferais juste dire au personnage, on peut imaginer un futur hypothétique, ou tu ferais juste Ah le non, dire et tu laisserais ouais, décider, tu sais, tu laisserais comme mhm, comprendre aux joueurs et joueuses qu'il s'agit peut-être d'un futur éventuel. exact. Moi, je mentionnerais pas que c'est dans un possible futur hypothétique, là. Sais-tu, on va dire, moi, en tant que joueur, j'ai l'impression que la prochaine game, je serais comme trop, je serais comme trop niais. J'irais comme tout de suite comme aller voir autour du village. Ah, on va t'attaquer Ben oui, maintenant. Tu puis sais, j'ai l'impression puis que là, si c'est un bon DM, tu le fais pas à la prochaine game, là. ouais. Non, non, mais dans le sens Tu que la prochaine comprends? game, moi, en tant que joueur, j'aurais Ouais. peur que je me fasse attaquer. Fait que j'irais comme tout de suite, tu sais, on dirait que j'aurais comme de la difficulté à catcher que c'est comme une vision du futur, en quelque sorte. Mhm. Ouais, En même mais temps, ouais, non, en- je comprends, pourquoi je pas? comprends. Tu sais, Bon, pourquoi ça fait ton personnage pourrait le faire, aller voir si on se fait attaquer, puis avoir l'air d'un fou au pire, commencer à en dire fait, à du monde qui vont se faire attaquer, puis finalement, c'est pas le cas. Puis, tu ouais. sais, je veux Mais en dire, ça fait, peut non, il créer ferait plein. pas. En fait, il le ferait pas parce que ce que tu me dis là, quelque chose que mon personnage n'a pas accès, c'est mon joueur qui a Non, accès. exact. Voilà. Ouais, Tu sais, à moins que les personnages aient accès justement à des pouvoirs qui font en sorte qu'ils peuvent avoir des prémonitions. ouais, Puis ça, c'est particulièrement dur là, à faire, là. Moi, je trouve que c'est difficile de jouer avec des joueurs qui ont des pouvoirs de prémonition parce que, tu sais, ils vont souvent essayer d'avoir un pas en avance. Mais tu sais, je pense que ça peut se faire d'une certaine façon, là. Il faut juste être habile puis avoir des joueurs qui sont indulgents par rapport à la façon dont on va traiter la chose. ouais. Mais si Ou un système qui est très, très, je peux cadré, dire, pas nécessairement cadré, mais très, très nuancé sur ce que le joueur peut ouais, avoir comme information du futur. Tu sais, un ça reste ressenti, flou, une là. émotion. Hein. C'est pas genre, tu vas te faire poignarder, c'est, il y a peut-être une menace qui plane sur toi. Exact. Mais sinon, ça ressemble un peu à ce que tu as dit. Mhm. Il y a un truc aussi, puis ça, c'est plus, je trouve que le cinéma peut plus ou moins le faire, puis le jeu de rôle non plus, mais on le voit beaucoup dans la littérature, de d'écrire, mettons, une même scène, mais selon la perspective des différents personnages. Puis mon meilleur exemple, et c'est dans la littérature, là, c'est Game of Thrones. Parce que tous les chapitres sont Ouais, écrits selon la perspective de différents personnages qui reviennent. ouais. C'est pas la même scène. Je pense pas qu'on voit une même scène selon le même personnage dans Game of Thrones, mais moi, ça, je trouverais ça cool. Tu sais, admettons que la scène, elle est narrée par tous les points de vue des personnages, puis c'est à partir de ça que la scène est construite. C'est à Ouais, je partir comprends de ce que tu veux dire. l'accumulation du point de vue des joueurs et des joueuses. C'est beaucoup de job pour le DM parce que tu pars de rien, là. Tu sais, il faut que tu mettes quelques éléments, puis c'est ça qu'ils voient. Puis selon leur personnage, sur quoi ils accrochent. Tu sais, c'est quoi qui Mhm. sort de cette scène-là. Je sais pas si des films ont déjà fait ça. Je pense que ça doit exister. Là, j'en ai pas qui me vient en tête. Parce que j'ai vraiment écrit ça à la dernière minute dans le document, mais tu sais que, admettons, tu vois la scène du point de vue d'un personnage, puis après tu changes, puis tu vois la scène du point de vue de l'autre personnage. C'est sûr que ça existe parce qu'au cinéma, ça peut bien se faire. Dans la Ben, série aussi, ça peut oui, bien se faire. oui. As-tu des exemples?
Ben, Une ben, en semaine fait, en cinq? là, rapidement comme ça, j'en ai pas, mais je sais que, tu sais, le nombre de séries ou de films que j'ai pu voir que c'est arrivé, que, tu sais, souvent, il va y avoir des personnages qui vont expliquer une scène, où, justement, des personnages vont faire, tu sais, c'est un peu comme l'espèce de subjectivité, là, de la manière qu'ils vont Mhm, vivre l'événement. Donc, ils vont exact. devoir raconter un souvenir de comment est-ce que la scène s'est passée. Puis Mhm. finalement, ça s'est pas passé du tout comme ça, ou ça se passe pas du tout comme ça d'une scène à l'autre. Tu sais, je veux dire, là, l'exemple est niaiseux, mais oui, tu sais, au moment que tu me le dis, là, le seul exemple qui me vient en tête, c'est une scène d'un Simpson où Homer Simpson, il dit à Marge qu'il se rappelle très bien comment est-ce qu'elle avait présenté son Ah projet à oui. l'hôtel de ville. Puis là, il raconte ça, puis dans la scène, il est comme full musclé, puis il y a genre un homme crocodile, puis il y a genre un bonhomme qui a Mhm. un drôle de chapeau, puis Marge, elle fait juste hurler. Fait que, tu sais, c'est ce genre de scène-là, mais tu dis, dans un jeu de rôle, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça Ah ouais? dans un scénario de l'appel de Cthulhu, où que dans le fond, c'est que tu as plusieurs moments où que le maître de jeu va comme raconter la même scène au personnage, mais à chaque fois, ça va tout le temps. Exemple, c'est un who did it à la manière d'un meurtre à la Agatha Christie. Fait que dans le fond, les témoins de la scène vont raconter un peu qu'est-ce qu'ils ont vu, mais à chaque fois, ça va être d'une manière différente, d'un point de vue différent. Et les Mhm. personnages doivent même un peu essayer de comprendre tu sais, qui est trop impliqué, qui est pas assez impliqué, qui raconte la vérité, qui est-ce qui a une vision trop édulcorée ou trop modifiée de la situation. Fait que non, c'était intéressant, mais c'est pas un exercice facile, là. Ce serait pas quelque chose que je Non, ferais tout le je temps, sais, là. mais non, pas tout le temps, mais ça doit être quand Ouais. même une expérience intéressante à vivre. Oui, 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 absolument. Je suis pas mal sûr, tu sais, tu le disais, puis je suis pas mal sûr qu'il doit y avoir au moins une scène dans Game of Thrones Ouais. où il doit y avoir une guerre à grande échelle, puis tu dois avoir des différents points de vue au même moment, selon le chapitre, là. Tu sais, il doit y avoir, je Oui. suis pas mal sûr. Il faudrait que je repasse à travers tous les chapitres de Game of Thrones, qui est Ah, assez c'est vrai long. que t'en Mais, reliras tout, t'en relis tout, puis tu me reviendras là-dessus. mais Pour me... je me demande aussi, tu sais, mettons, s'il y a déjà une série, parce que je pense que ça se pourrait plus à la série qu'au film, qui aurait fait un épisode, mettons, selon le point de vue de quelqu'un. Puis là, après, tu refais tout l'épisode selon le point de vue de quelqu'un d'autre. Il me semble que j'ai déjà vu ça, puis assez récemment. Oui, il y a une série sur Netflix, je pense que c'est ça. Il me semble que c'est ça. C'est avec, je vois comme des couleurs, puis c'était avec le gars qui jouait dans... le gars qui faisait le propriétaire de Polios Loco dans Breaking Bad, là, Ah, ouais. comment il s'appelle? C'est Ouais, Monsieur c'est... hey, je suis en Truc train de Machin l'écouter en Chouette. plus, là. C'est Giancarlo Frigg. Esposito. Ouais. Puis son nom, Puis c'est Frigg. c'est pas Kaleidoscope, la Ça série? se peut. C'est une Ah, ça se série peut. J'ai pas écouté c'est une ça. série qui se déroule, t'as peu regardé, il dit, c'est, ah, toi aussi, il n'y a même pas le synopsis, c'est le fun. Bon, tant pis. Mais en tout cas, il me semble que c'est ça. Il me semble que chaque épisode, c'est la même séquence ou c'est la même chose qui se déroule. Ah non, c'est pas ça pantoute, je suis en train de dire Ah n'importe quoi. non! Attends, C'est pas non, ça moi, je le sais, pantoute. c'est quoi C'est que quoi? j'ai écouté. C'est Scott Pilgrim, la série. Oui, c'est vrai, Il y a un c'est vrai, épisode c'est où vrai. on voit le point de vue de... Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Si jamais vous en avez d'autres ou des scènes de cinéma qui se passent comme ça, les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que là, on est vraiment en train de réfléchir en même temps qu'on parle. Fait que voilà. Mais D'autres c'est sûr choses qu'il y en par a rapport à plein. ça? C'est sûr Oui, qu'il y en c'est a plein. sûr qu'il y en a C'est sûr, plein. sûr qu'il y en a plein. C'est juste que là, sur le coup, j'en ai pas qui vient, mais tu sais, il y en a plein, qu'il y a tellement des films ou des séries d'enquête où justement c'est une question de Mhm, reconstitution d'événements puis de voir ça du point de vue de quelqu'un d'autre. Mais tu l'as mentionné, en fait, tu l'as mentionné tantôt en racontant un autre exemple, mais un autre aspect aussi qui est très commun tu sais, à la fiction en général, mais aussi dans les films et surtout en fait dans les séries, puis qu'on voit beaucoup dans nos parties, c'est justement l'effet du cliffhanger. mhm. C'est l'effet d'un genre, Mais ah! oui. Puis là, ça finit, puis on est comme, oh mon Dieu, tu sais, il se passe quelque chose. Et là, la partie se termine et on répond plus à aucune question. Mhm. Il n'y a plus rien qui se passe. La même manière qu'un épisode qui se termine. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit revenir souvent quand même. Ouais, et qui a la même intention, là, tu sais. Fait que ça, je Oui, trouve oui, ça oui, cool. oui. Et là, pendant qu'on parle, parce que mon chum est en heure puis il nous écoute, il dit que c'est dans The Bears qu'il y a aussi un épisode comme ça, dans la saison 2. Mais là, je m'en rappelle plus c'est quel personnage desquels on voit le même point. On voit l'épisode, on voit Je la sais pas. scène. Moi non plus, Je saurais rapidement. pas le dire, mais ça se pourrait fort bien. Ça serait le genre de série qui ferait cet exercice-là. Tout à fait. Excellente série, OK. on vous la conseille. Euh, Autre question. Oui. Lorsque tu utilises le théâtre de l'esprit, vois-tu cette manière de procéder un peu comme la projection d'un film ou d'un épisode à l'écran? Si oui, de quelle façon et pourquoi? Et sinon, même question, est-ce que tu y vois plus de ressemblances, plus de différences ou tu y vois pas du tout un exercice qui est le même?
Non, je trouve que c'est sensiblement le même procédé pour la projection d'un film parce que moi, je parle énormément en caméra présente. Tu sais, je parle vraiment en Mhm, caméra, quasiment toutes mes parties. En fait, je suis pas quelqu'un qui va beaucoup. Je suis pas un maître de jeu qui va souvent animer de manière à faire, tu sais, à parler de l'émotion ou de l'introspection profonde d'un personnage parce que si les joueurs et les joueuses n'ont pas accès à cette information-là, le- je ne vais pas le dire, je vais le mhm. décrire. Tu sais, c'est ça, je vais juste décrire un Ouais. peu ce qu'ils peuvent voir de leurs yeux vus. Et dans ce moment-là, je trouve ça plus intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai énormément de difficultés. J'ai beaucoup j'ai un très grand amour à pouvoir décrire les choses en soi. Et même à la limite, si j'ai de la difficulté à les décrire, de faire des références à des choses que je sais que mes joueurs et joueuses vont comprendre de Mhm, quoi je parle. Mais j'ai énormément de difficultés lorsque, par exemple, je suis dans une partie et que je suis joueur ou dans une partie que je vais écouter, même, mettons, un actual play, et que le maître de jeu ou la meneuse ou le meneur faut toujours faire référence à des images qu'il va montrer aux joueurs. Tu sais, il va dire, et voyez ça, puis là, il y a comme une ville qui a comme mhm. généré avec une intelligence artificielle ou qui est allé chercher genre un dessin fait à la main de genre Minas Tirith dans le Seigneur des Anneaux. Et à chaque fois, ça me brise bien raide. Je suis tout le temps quelque chose comme je suis comme, nah, dis-moi le petit, montre-moi pas ça, décris-moi là à la place là. Je veux pas que tu me montres. Je me rappelle, il y a un actual play que c'était tout le temps ça. Le meneur, il arrêtait pas de faire comme. Il voyait ça, puis là, il y a comme un gros monstre. Puis c'était littéralement ce gros monstre-là. Mais je fais, rendu là, prends ce gros monstre-là, puis toi, tu sais, décortique-le, puis dis-le à place de le montrer. Tu sais, vous voyez, c'est plus plaisant, puis je trouve, en tout cas, de mon point de vue, c'est plus plaisant pour les joueurs et joueuses de devoir se faire une image dans leur tête de ce qu'ils voient, parce que ça a toujours plus d'impact de nos propres perceptions que de devoir immédiatement avoir une image, puis de se dire, ça ressemble à ça. Ça ressemble à Parce, un gros mhm. squelette. Parce que sinon, ça brime un peu ta, ton pouvoir de t'imaginer la Ouais, chose ouais, de ouais, ton œil à toi, là. ouais. Euh, mais je pense que ça, le cinéma, tu sais, admettons, on va encore parler de littérature, même si j'avais dit qu'on n'en parlerait pas, mais de passer d'un livre à un film, mettons, Ouais, tu sais, d'avoir lu le livre, puis ensuite de voir ce que tu t'étais imaginé prendre de vie dans une image, ouais. c'est toujours un peu, moi, ça me fait toujours un peu souffrir. Tu sais, je suis toujours comme, ah ben finalement, c'est pas fidèle à ce que je m'étais imaginé. Mhm, Puis je pense, puis ça vient briser un peu ce que je m'étais imaginé, et plus jamais je pourrais relire ce livre-là en n'ayant pas les images que le cinéma m'a offert, mettons. Tu sais, mhm. mettons, je donne un exemple super classique, Harry Potter. Ouais, Jamais plus, si je lis Harry Potter, ça sera pas Daniel Radcliffe que je vais imaginer faire ce que Harry Potter est en train de faire lorsque je vais lire les lignes, le mettre en scène. Je pourrais plus détacher l'image de l'acteur lors de ma lecture. Il va y être mhm, associé automatiquement. Et ça, moi, je trouve ça dérangeant, vraiment beaucoup. Puis dans certains cas, ça m'a aidé. Par exemple, Dune, j'ai été voir le film avant de lire le livre. J'avais pas vu le film des années 80. Puis ça m'a vraiment aidé à suivre l'histoire du livre. Parce que ouais, je j'avais des comprends. référents visuels sur, OK, lui c'est elle, lui c'est elle. Même chose pour Game of Thrones, j'avais commencé la série avant de lire les livres, puis avec tous les personnages qu'il y a, j'avais besoin Ouais. d'avoir en tête un visuel. Fait que ça peut aider, mais l'inverse, je trouve ça pénible. Et parfois, je te dirais que j'ai comme l'effet opposé. Admettons, je regardais un film, puis Mhm, dans le film, il va se passer une scène où c'est très contemplatif, il y a personne qui parle, il y a de la musique, puis il y a quelque chose de beau qui se passe dans le mhm, silence. Et là, mhm. je me dis, jamais je pourrais traduire cette scène-là en jeu de rôle ou à l'écrit. Parce que c'est en voyant, Ouais. combiné à la musique, que je peux vivre l'émotion que je suis en train de vivre dans la contemplation de la scène. Puis je trouve que, en tant que DM, ça, c'est une de mes faiblesses. J'ai beaucoup discuté à décrire de longs, des environnements ou euh, des ambiances, même, je dirais, parce que j'ai peur de monopoliser la parole. Puis c'est stupide parce que quand t'es DM, c'est normal que tu parles plus. Mais j'ai cette angoisse-là de parler trop longtemps puis de laisser les joueurs et les joueuses attendre. Fait que souvent, je vais être beaucoup plus en mode, ben, comment tu te sens par rapport à ça? Comment vous réagissez? Je vais souvent être plus une DM qui va lancer la balle, puis même, admettons, sur un jet de réussite, je vais faire comme, OK, ben, qu'est-ce qui se passe? Puis je vais pas décrire la scène. Parce Mhm. que justement,
Alors que, tu sais, je suis une fille qui vient du monde des lettres, fait que j'aurais tendance à écrire, puis j'écris, mais au final, je mets pas tant en scène ce que j'écris. Tu sais, je vais pas le dire dans une longue logorée. Puis c'est pour ça, justement, que je me rends compte que le cinéma m'inspire pas tant. Parce que, dans le jeu de rôle, parce que je me rends compte que ce que j'aime le plus dans le cinéma, souvent, ce sont ces longues scènes-là où il se passe pas grand-chose, puis où on me fait vivre une émotion que je ne pourrais jamais vivre en lisant un livre, mettons, ou en faisant une partie de jeu de rôle. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, là, mais... Je comprends très bien, mais ça veut dire que c'est beaucoup basé. Ça veut dire que c'est quand même énormément basé sur ce qu'on peut voir en quelque sorte, là. Ouais. Plus, Et ok. souvent sur l'amalgame avec la musique. Ouais. Ouais, je comprends. Je comprends. Vois-tu, on dirait, je pense que j'ai fait mon deuil de ça avec le temps. Ah, ouais. À force de. Non, mais dans le sens que j'ai comme fait mon deuil de ne pas être capable de. Tu sais, admettons que je me dirais, genre, je vois une scène au cinéma puis faire. Ah, wow, ça, j'aimerais faire vraiment ça, tu sais, vivre ça en jeu de rôle ou tout ça. On dirait que j'ai fait mon deuil parce qu'au final, je vais plus justement chercher mon plaisir à décrire l'ambiance Mhm. globale qui va ressortir d'une œuvre plutôt que, par exemple, une scène spécifique ou des choses comme ça. Fait que j'ai l'impression que au final, je me suis comme un peu, c'est ça. J'ai comme appris avec, je pense, avec le temps à ne pas trop m'en faire avec ça, même s'il y a des moments où je fais comme genre, ah, ça serait cool, mais au final, c'est correct aussi. J'ai pas de, on dirait que la musique a vraiment cette espèce d'apport-là qui me Mhm. permet tout de même d'aller chercher quelques petites, un petit plus que je pourrais ne pas avoir dans d'autres contextes. Et donc, je trouve ça intéressant, mais je serais curieux de savoir, parce que là, je veux comme rebondir sur quelque chose que tu as dit juste avant, puis je suis curieux d'avoir ton opinion sur le contexte où est-ce que tu vas t'imaginer, par exemple, tu sais, exemple, tu parlais de Daniel Radcliffe dans Harry Potter, puis là, tout de Mhm. suite, tu vas te faire imaginer, et ça te bug quand tu vas lire Harry Potter, parce que tu vas toujours t'imaginer Daniel Radcliffe, mais ça te dérangerait si un meneur ou une meneuse dans une partie de jeu de rôle comparerait, dans le fond, des personnages non joueurs à des acteurs ou à des actrices? Non. Parce que ça m'est déjà arrivé de le faire, moi aussi. Ok. Tu vas dire, exemple, Non. vous avez quelqu'un, puis cette personne-là, ben, est jouée par Claude Legault. Tu sais. Ouais, dit comme ça, oui, ça me dérangerait. Mais admettons de dire, moi, ce que je préférais, c'est qu'on décrive la personne, OK. puis qu'après, on fasse comme, vous pourriez lui voir un petit air de Claude Legault, mettons. OK. Et là, je suis désolée là, s'il y a des gens de podcast là, qui nous écoutent, mais moi, ça me dérange vraiment quand les gens font comme ouais, ben le personnage, c'est telle personne, puis là, il joue comme telle personne. Là. C'est vraiment pas ma tasse de thé, là. Vraiment pas. Fait que moi, ça vient tout briser pour moi l'univers que tu es en train de créer parce Mais est-ce que que ça devient il brisé fait parce que justement, partie. tu t'imagines que c'est une fiction puis qu'il y a Claude Legault qui joue le personnage, ou ça devient brisé parce que tu peux pas t'imaginer le personnage autrement comme étant Claude Legault? Les deux, je pense. OK. Ben, Je trouve que je comprends, je comprends, je comprends. c'est souvent fait à la rigolade, là, on s'entend. Ouais, ouais. Ce qui en général n'est pas non plus un ton qui c'est pas mon préféré là, le ton de la plaisanterie et du cabotinage dans le jeu de rôle. Ouais. Fait que si en plus on y ajoute que genre le personnage a la même voix, non, genre tu vas me perdre. Mais si tu me dis il y a un air de similarité, tu sais, Mhm. ça vient aider des personnes qui seraient un peu plus visuelles, mettons, Ouais. à se l'imaginer. Ce dont moi j'ai Est-ce pas besoin en tant que joueuse. est-ce que ça te dérangerait moins si justement ça serait pas, je te dirais pas que c'est Claude Legault, mais je te dirais plutôt, tu sais, je te dirais pas ce personnage-là, il ressemble à Claude Legault. Je te dirais, ce personnage-là, oui, il y a pas mal, tu sais, il y a pas mal l'ambiance, puis il y a pas mal le même comportement que Flavien Bouchard dans le gars exprès de chez vous, tu sais. Dans le sens, est-ce que c'est moins grave quand c'est un personnage qui est incarné par l'acteur ou l'actrice en question? Parce que moi, je le fais souvent dans des jeux de rôle. Je me rends compte que comme joueur, je le fais souvent. Je le fais pas comme DM, mais comme joueur, je vais souvent faire comme, hey, ce NPC-là, il me fait penser à genre, tel personnage dans genre Game of Ah Thrones qu'on a ouais, vu. Ou, ouais. j'ai pas remarqué que tu faisais tant ça. Mais Mais je je le fais pense comme que c'est joueur. moins. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça me dérangerait moins comme joueur que si mon DM fait ça. Mettons. OK. Je pense. Fait que ouais. J'aime mieux que tu utilises des caractéristiques pour me le décrire que. Parce qu'après, je serai plus capable de décoller le personnage, comme tu le dis, Mhm. de, de la personne que tu vas m'avoir décrite. Puis ça veut pas dire que parce que Ils selon vont avoir ce caractéristiques. comportement-là. Exact, voilà, Ouais. exact. Fait que, ouais, Tu sais, c'est ça. il ressemble peut-être à Flavien Bouchard, mais il a un comportement de genre Brad Spitfire. Tu sais, c'est vraiment pas pareil, là.
On Voilà. s'excuse pour tous les les Français qui nous écoutent. Ils ne connaissent pas du tout dans une gastronomie chez vous. Ça serait... allez voir ça. Peut-être que ça vous aider, Ouais, ça, peut-être. Peut-être. exact. Googlez ça. Ouais. Et là, on en arrive au gros morceau, même si ça fait longtemps qu'on parle. On va Oui. essayer d'être le plus concis possible. Et mon Dieu. J'aimerais qu'on parle de certaines œuvres cinématographiques ou bien télévisuelles qui nous ont inspirés ou qui pourrait nous inspirer. Là, moi, je suis allée un peu plus dans, je m'en suis pas nécessairement inspirée, mais j'aimerais dans un avenir approché le faire dans la création de contenu. On a essayé d'en cibler trois, même si on a dépassé un peu. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se lancer la balle. Fait que, tu sais, Pépé, tu peux dire un de tes premiers, après je vais dire mon premier. Puis après, il restera que la question poison et tu seras le seul empoisonné aujourd'hui. Donc, Parfait. voilà. Je te lance Parfait. la balle. Je vais essayer d'être concis. Si parler d'œuvres cinématographiques. Mon premier, c'est deux mots. C'est comme si comme si on faisait une charade. Mais non, en fait, c'est pas, encore une fois, c'est pas une œuvre simple. C'est comme plus un courant ou un style. Et c'est ce qu'on appelle, dans tu sais, un contexte moderne, aujourd'hui, on appelle ça du elevated horror. Dans le temps, ils appelaient ça du art horror ou du art house horror, c'est-à-dire un film, une œuvre, un film souvent qui va avoir qui va un sous-genre de l'horreur qui va souvent mettre une emphase assez importante sur l'atmosphère, l'évolution de personnage, qui va vouloir avoir une certaine importance, un certain détail sur briser des conventions qui étaient beaucoup plus populaires dans les années 80, 90, début 2000, où c'était plus une espèce de grosse machine qui faisait des films d'horreur un peu plus série B ou des films d'horreur qui étaient beaucoup portés sur le visuel et on va dire le make-up et le prosthétique, où on va dire que le elevated horror, c'est quelque chose qui est plus porté vers comment je pourrais dire, c'est ça. Tu sais, je vais donner des exemples comme ça, peut-être être plus clair. Ouais. Là, on dirait que j'ai de la misère à l'expliquer un peu, mais par exemple, Midsommar, c'en est un. Midsommar, c'en est un. Tu sais, la filmographie voyons, de Ari Aster, c'en est un en quelque sorte. Tu sais, Hereditary aussi également. C'est des films où est-ce qu'il va y avoir vraiment une certaine attention à l'audio, justement à la musique, ou est-ce que tout va être un tout? Tu sais, tout va être réfléchi ensemble. Ce n'est pas seulement, il va pas avoir une musique générique pour pouvoir juste avoir un bruit de fond et décrire une scène où quelqu'un se fait tuer de manière absolument viscérale. Il y a un tout qui est important, il y a une certaine cohésion qui va se faire, il y a un détail qui est mis autant dans le jeu des personnages, dans le jeu, dans les effets spéciaux, dans le visuel, la musique, justement, les couleurs et tout ça. Et ça vient énormément m'influencer on va dire dans mes parties parce que j'aime beaucoup le cinéma. Je consomme énormément de cinéma et je consomme beaucoup de films d'horreur et je consomme de tout. Et je trouve ça le fun, en fait, de voir justement un certain souci du détail qui est mis. Autant que j'ai eu le plaisir à écouter Vendredi 13, le quatrième, ou Vendredi 13 avec Jason qui découvre Manhattan, mais autant j'ai un plaisir aussi à découvrir des films qui vont avoir justement un petit détail très précis sur justement la couleur qui va être utilisée. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que je vais beaucoup utiliser dans mes parties parce que j'aime ça justement jouer sur les sens. J'aime ça jouer sur ce que les personnages peuvent voir, sentir, entendre, écouter. Et je vais souvent faire des références à des styles ou des courants précis. Fait qu'admettons que genre je sais que je vais faire un one-shot qui va être dans une ambiance très euh, Midsommar-esque, par exemple. Ben, je trouve ça facile après ça d'aller voir le film puis de comprendre un peu c'est quoi les tropes, Mhm. les clichés de ce style-là et de pouvoir les réadapter à ma sauce pour la partie. Et j'ai du plaisir à le faire parce que déjà, ben, le film est bien fait, tu sais, il est bien fichu. Admettons que puis je sais que l'impression que, on dirait l'effort que je vais mettre à vouloir réinterpréter et répéter en quelque sorte ce que le film fait de bien, je sais que ça va pouvoir être bien aussi ressenti dans la partie en soi. Par exemple, tu sais, je vais donner un exemple comme ça. J'ai écrit, tu sais, l'année passée, j'avais écrit un module qui s'appelait Five Tree Wazzy, qui est un module pour horreur liminale. Et c'est un gros module solo pour un joueur, un meneur. Et dans ce module-là, ben, c'est justement une ambiance qui est très Midsommar-esque. Et les gens l'ont catché. Tu sais, dans le sens que j'ai pas eu besoin Mhm. nécessairement de le dire. Puis les mondes, quand ils l'ont lu, les gens qui ont lu, ils m'ont sont revenus là-dessus. Les autres, ils voyaient soit Midsommar ou ils voyaient The Wicker Man, qui est plus un vieux film. Et immédiatement, tu sais, tu comprends les référents. Fait que moi, pour pouvoir Mhm. aller chercher des bons référents dans un film qui est de qualité, je trouve ça intéressant. Fait que le Elevated Horror, étant quelqu'un qui aime beaucoup l'horreur, ben, ça vient plus me chercher à ce niveau-là.
Fait que je dirais Mhm. ça. Comme première réponse Puis, qui a duré 5 minutes. puis est-ce que, admettons, tu sais, là, t'as mentionné Ari Aster, est-ce que tu dirais que, genre, Jordan Peele s'inscrit là-dedans? Oui. Robert Eggers? Oui. Fait que dans le fond, c'est plus du cinéma d'horreur qui s'est fait dans, mettons, les 15 dernières années. Non, ben justement, c'est pour ça Non? que ben, en fait, le contexte de Elevated Horror, c'est vraiment quelque chose de très moderne, mais Ouais, c'est ça. le art horror ou la Ouais, art OK. house horror qui est comme l'origine, ça existait depuis longtemps. Je vais parler par exemple de le premier Suspiria ouais, comment il s'appelle, truc machin, là, j'ai un Jamais blanc à vu son ça. nom. Je l'ai ici. Dario Argento. Le OK. premier Suspiria ou par exemple I Walk with a Zombie de Jacques Tourneur ou même Nosferatu de Vampire de Werner Herzog, c'est très arthouse. Il y a vraiment comme un détail qui est mis sur Mhm. l'ambiance qui va en ressortir. Et souvent, ces films-là vont être critiqués par leur lenteur. Ils vont être critiqués par Mhm. le fait que ce n'est pas une consommation rapide ou c'est pas une consommation qui va aller au droit au but avec des gens qui se font juste éviscérer, puis il n'y a pas comme un fun qui se fait avec ça. Mais moi, j'apprécie les deux, j'aime les deux. Mhm. Souvent, la filmographie qui va aller un peu dans l'horrifique de Guillermo del Toro va rentrer là-dedans aussi, comme par Ouais. exemple Le Labyrinthe de Pan ou son plus vieux The Devil's Backbone aussi, qui est comme un peu dans le même contexte. Je ne veux pas non plus expliquer tout c'est quoi ces films-là que je viens de Ouais, name ouais. dropper, mais c'est tous des films qui ont un certain détail à ça. On va appeler ça comme ça. OK. Excellent. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Puis toi, Moi, Marie-Claude? ma première réponse, Oui. ça sera peut-être pas une surprise, mais c'est tout ce qui tourne autour de l'univers d'Hayao Miyazaki. Euh, et sans nommer un film en particulier, parce que je pense que sa filmographie est inspirante pour moi dans tous les termes. Surtout que je l'ai quand même découverte sur le tard. J'étais aussi jeune, la première fois que j'ai vu un film d'Hayao Miyazaki quand même. Quoique, tu sais, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de jeunes qui l'ont vu parce que c'est devenu accessible internationalement il n'y a pas si longtemps, mettons. Mais tu sais, comme tout ce qui est musique, déjà, c'est vraiment la musique des films d'Hayao Miyazaki est vraiment importante pour moi en ce qui concerne la création, là, que ce soit écrire, travailler. Je vais quasiment toujours écouter ça. C'est quasiment toujours le même compositeur, c'est Joe Hisaishi. Ishashi, Je ouais. sais, ouais, je sais pas, voilà, je ne sais pas comme il faut. Ça se pourrait que je bâcle plein de noms là, dans les Mhm. minutes qui viennent. Mais voilà. Mais surtout aussi les créatures. Et ça a rapport avec l'accessibilité parce que lorsque j'ai découvert la filmographie d'Hayao Miyazaki, ça a été assez fracassant dans mon imaginaire de voir la création des créatures qui relèvent davantage de la culture japonaise. Donc, il y a plein de créatures que je me disais, mais voyons, ça sort d'où ça? C'est inspiré de quoi? Et j'imagine que pour la population japonaise, comme c'est assez facile d'expliquer l'origine de certaines des créatures des films d'Hayao Miyazaki, mais pour moi, qui n'a pas été élevé dans ces mœurs-là, dans cette culture-là, c'était complètement éclaté. Puis ça m'a comme ouvert une poche créative énorme, tu sais, à laquelle j'aurais jamais pensé avoir accès. Puis je l'ai mis notamment en scène dans La Forêt des Possibles avec le genre de liquide noir, un peu des verres et tout ça. C'est vraiment inspiré de Princesse Mononoke, Ah, là. ben là, tu le dis, C'est, c'est vrai. C'est ouais, vrai. Je vois les liens, ouais. c'est exact. Fait qu'il y a beaucoup de ces créatures-là. euh, je sais pas trop comment expliquer, mais il y a beaucoup d'aspects un peu gluants, un peu transformes. Tu sais, je pense au château ambulant, à Ouru, qui devient comme une gélatine à un moment donné. Tout ça, ça m'a vraiment comme, ça a marqué mon esprit. Puis j'ai de la difficulté à pas aller là quand je veux expliquer quelque chose de dégoûtant ou, fait que je dirais que c'est vraiment dans le grotesque de ces créatures, je pense qu'il m'a surtout marqué puis qui m'inspire. Puis c'est vraiment un des exemples que j'ai pu trouver parce que pour vrai, ça a été vraiment un exercice difficile euh, que j'ai mis en scène. Fait que OK. voilà. Intéressant. Intéressant. Surtout en plus que surtout que il y a quelque chose d'assez particulier justement dans le design parfois de ces créatures, Mhm. puis d'espérer justement toi en tant que meneuse de vouloir créer une bestiole qui va créer, tu Ouais, sais, qui va faire ressentir ou du moins qui va être un peu dans ce style-là ou dans cette idée-là, ben devoir la décrire, ça peut parfois être un bon exercice parce que des fois ça a l'air de rien, là. Ça a l'air d'une glu, exact. là, comme tu le mentionnes. Voilà. Puis je pense que j'ai eu de la facilité à prendre ces idées-là puis à les retranscrire parce que c'est des bonhommes. Je me l'explique pas, mais je pense que je trouve ça plus facile
de remettre dans une partie de jeu de rôle des choses qui étaient en animé. Je ne sais pas OK. pourquoi, mais je pense à la scène d'ouverture de son dernier film, The Boy and the Heron, je crois bien le titre, même en français, je crois que c'est la même chose, Le garçon et le héron. La première scène, c'est une scène de feu, et j'ai été estomaquée, là, j'ai pleuré dans les premières scènes, et quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit, je dois absolument faire une partie de jeu de rôle où je suis en mesure d'expliquer une scène similaire. J'ai dit, c'est sûr que une prochaine partie de jeu de rôle que je mène, il y aura un feu de cette envergure et je veux être en mesure de le décrire pour qu'on puisse s'imaginer la scène de feu d'ouverture du garçon et du héron. Si vous avez vu le OK. film, vous saurez à quoi je fais référence. Puis pour moi, c'est une des plus belles scènes tournées par Hayao Miyazaki de toute sa filmographie. Et OK. c'est comme ça que commence le film. Je l'ai pas Fait vu que encore. je te le conseille. C'est vraiment son plus psychédélique, là. C'est vraiment très énigmatique. Il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles on peut avoir une grippe, là. Tu OK. verras. OK, Voilà. parfait. Merci. Ta J'y vais avec mon deuxième deuxième. œuvre. Oui. Ouais. Mon deuxième, en fait, ça va être les anthologies d'horreur. Anthologies d'horreur, autant au cinéma, autant dans les films que les séries. Et là, je parle, par exemple, et là, j'ai fait aussi je me suis mis comme pas un aparté, mais j'ai fait une annotation à ce que j'ai mentionné dans ma réponse. En tout cas, tu vas comprendre ce que je veux dire par là, parce que je vais comme rajouter quelque chose pour te faire donner une certaine nuance. Les anthologies d'horreur où c'est des courts épisodes qui sont un tout. Moi, ça m'inspire beaucoup. Je parle par exemple, tu sais, le référent, on va dire, le plus commun, ça va être par exemple euh, American Horror Story, qui ça, au final, c'est une saison qui est une histoire. Mais si je voudrais, par exemple, aller dans autre chose, ça serait par exemple Charlotte Poole ou Fais-moi peur, ou que c'est un tout. C'est-à-dire que ça commence, tu as tout ce qu'il te faut, tu as tous les personnages et ça se conclut. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, qui m'inspire beaucoup pour une partie parce que ben, c'est littéralement ça, les archives et aussi même les valses, ce sont des tout. Tu sais, je veux que ça soit comme rapide et que ça se conclue rapidement. Tu sais, une valse que je fais à 1v1 avec quelqu'un pour la chaîne, pour les personnes qui nous écoutent, parce que ça ne pas du tout de quoi je parle, mais c'est des parties qui sont à 1v1, c'est souvent horrifique. Ben, ça va être une seule partie. Puis après ça, c'est fini. Fait qu'en une partie, j'ai besoin de mettre la table, qu'on sache de qui on a affaire, qu'est-ce qui se passe et que ça se termine à la fin. Puis souvent, c'est des parties qui durent entre 1h30 et 2 heures. Et les anthologies d'horreur, moi, je trouve ça tout le temps impressionnant de devoir assister à un épisode où est-ce qu'on met une mise en contexte, où on découvre un personnage, la menace, et que ça se résout en dedans de comme 1 heure, parfois 45 minutes, et que c'est jamais comme le scénario a tout cassé, sauf parfois dans quelques exceptions, mais que c'est difficilement réutilisable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne beaucoup et ça m'inspire énormément parce que j'essaie vraiment, 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 vraiment de pouvoir répéter cette formule-là à un certain point, presque en temps réel, où est-ce que tu as le temps de découvrir le personnage, de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là, oups, soudainement, il y a quelque chose, une menace, qu'on va avoir une explication, parfois, peut-être, peut-être pas, ou elle ne sera pas nécessairement si profonde que ça. Et là, après ça, ça se termine. Et la notation que je veux faire sur ce point-là, et que je veux le rajouter, c'est beaucoup aussi les séries qui sont de style Monster of the Week à la X-Files, à la Buffy contre les vampires, où est-ce que parfois, oui, il va y avoir une trame principale pendant une saison, mais qu'il va y avoir au travers de ça des épisodes qui sont juste un peu hors zone et qui vont aller comme complètement à contre-courant et qui vont mettre une menace qui va se dérouler le temps d'un seul épisode aussi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun comme type on va dire, de manière d'animer une table de jeu parce que j'ai l'impression que tu renouvelles un peu tout le temps ton expérience. J'ai l'impression Mhm. que tu vas tout le temps avoir un début, une fin. J'ai l'impression que les gens ont pas le temps j'ai l'impression que les joueurs et les joueuses autour de la table n'ont pas le temps de se tanner parce Mhm. que ça se termine. T'sais, en fond, c'est terminé. Puis même s'ils réutilisent leur personnage pour, par exemple, une autre situation justement, à la manière de X-Files, où c'est Mulder et Scully qui vont pour une autre enquête, ils ont le temps de jouer leur personnage, même de l'approfondir à un certain point, mais la nouvelle enquête va durer encore une fois d'un temps Mhm. court et encore une fois, on a le temps de se renouveler. Il y a jamais comme. Je trouve que l'épuisement est difficile à atteindre dans ce contexte-là. Et je trouve que c'est super stimulant. Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun à aller chercher. Puis toutes
justement, encore une fois, les clichés et aussi les astuces qu'on peut mettre en place pour tenter de donner de l'information de manière rapide sans pour autant que ça soit, sans pour autant qu'on étouffe la personne qui nous écoute, tout Mhm. ça. J'ai l'impression qu'il y a différentes choses que je mets pas encore en place que je pourrais faire pour faciliter encore le tout, mais ça va venir avec le temps. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me énormément. À chaque fois que j'écoute une anthologie d'horreur, je suis tout le temps comme, ah, c'est que ça ferait un bon scénario pour une partie de jeu de rôle, juste un épisode, là. Ah, ok. Tu sais, juste un exemple, par exemple, euh, c'est un épisode de Les Contes de la Crypte, mais pas la version en dessin animé, là, la version en vrai, où est-ce que c'était comme l'espèce de squelette qui raconte des histoires dans le fond de sa crypte avec un gros livre, puis il raconte une histoire, puis il y a un épisode où est-ce que c'est un évadé de prison qui se réveille et qui réussit comme à s'enfuir dans le fond, à s'enfuir dans le désert pendant qu'il est poursuivi par des agents fédéraux. Mais plus ça avance, plus il arrête pas de se blesser puis de se casser la gueule. Puis au final, à la fin, il est rendu tout dégueulasse. Et c'est qu'il peut pas pousser plus loin, si on veut, la machine d'essayer de s'enfuir. Puis il se fait juste comme dévorer les yeux par des vautours qui le suivent depuis le début. Et l'épisode ça termine de même, puis t'es genre comme ah shit, c'était cool. Je voudrais ça. Je voudrais jouer ça. Fait que ouais, ce serait ça mon Mhm. deuxième. C'est quand même un défi d'amener ça en jeu de rôle parce que, tu sais, mettons, un court épisode ou une saison, c'est comme c'est écrit. Fait que, tu sais, on sait qu'est-ce qui va se passer, tandis qu'avec des joueurs et des joueuses, il y a beaucoup l'implication de l'improvisation. Fait que même si tu veux que ça Mhm. soit court, tu sais, c'est un défi quand même pour le DM de dire hey, il faut qu'il y ait un début puis une fin, puis ça va se passer. Puis tu sais, je sais que ça fait partie de la job du DM, là, mais quand même, il y a un défi d'adaptation, là, Oui, mais de passer d'un à l'autre. oui, mais c'est souvent ce que je trouve que l'astuce qu'on peut faire avec ça, c'est que souvent, puisque c'est un concept qui est souvent, tu sais, c'est souvent comme une nouvelle écrite, c'est-à-dire qu'on va Mhm. commencer, puis on n'est pas dans une introduction, on est déjà dans le Ouais, dans déroulement d'une l'action, action, ouais. dans l'action, et c'est pour ça aussi que j'aime autant les nouvelles que ça. J'adore lire des nouvelles, tu sais, par exemple Stephen King, moi, j'ai dévoré ses recueils de nouvelles, et un des exemples que je peux mentionner que j'aime beaucoup, c'est celui que la valse que j'avais faite avec Jérémy Mhm. Jérémy, puis que voyons, Saint-Cyr, c'est son C'est famille, ça, pas fou. ouais. Ouais. Mhm. Et que, tu sais, la prémisse, il savait déjà que c'était ça. J'ai dit, tu sais, la partie commence, puis il fait, j'y explique tout de suite la situation. Fait que, rendu là, oui, il y a une improvisation, mais il peut pas partir champ gauche puis faire, Ouais. non, finalement, je m'en vais chez nous jouer aux jeux vidéo. Mais non, Mhm. t'es niaiseux, là. Tu veux Faut pas te. jouer, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mhm. Fait que oui, mais je comprends, je suis d'accord quand même qu'il doit y avoir. À date, c'est pas arrivé vraiment, je pense, dans une valse comme ça, que j'ai eu vraiment un joueur ou une joueuse qui est parti champ gauche puis que j'ai eu de la Ouais, difficulté à ouais. ramener la machine, là. Pour l'instant, ça s'est mieux passé, je me croise les doigts. Mhm. Puis toi, ton Doctor Who deuxième? fait bien ça aussi, Oui, par ben oui, contre. c'est vrai, Doctor Who Ouais. aussi, vraiment aussi en Monster of the Week, Ouais. des épisodes en Puis, tout. Puis ça aussi, c'est vraiment impressionnant parce que des fois, c'est des concepts qui sont super difficiles, là, tu sais, c'est pas. mhm. Ouais, tout à C'est-à-dire, fait. excuse-moi. Je vais te demander, en fait, est-ce que tu as écouté Le Cabinet des Curiosités de Oui, Guillermo del Toro? Je pense qu'on en a oui, parlé. Est-ce que tu as aimé ça? oui, Oui, c'est ça, parce que ça, c'est vraiment la même chose. Mais oui, là, en oui, c'est plus, un c'est truc. que chaque épisode est selon c'est un réalisateur différent, là. Oui, Fait que, oui. tu sais, ça, c'était quand même aussi, je trouve que ça se prêtait bien, justement, Ben oui, à puis t'écoutes l'histoire d'un coup, puis c'est fini après, là. Puis tu puis passes à t'écoutes un l'histoire autre, d'un là. coup, puis vois-tu, ça, je trouve ça vraiment intéressant d'un point de vue pour revenir sur le premier point un peu plus art house, c'est que des fois, tu avais des Ouais. épisodes qui étaient vraiment flyés, et Mhm. moi, je trouve ça très riche de vivre des expériences et des situations qui sont super différentes dans la réalisation entre un ou un autre. Tu sais, l'histoire des personnes qui prennent de l'acide, puis l'autre histoire d'après avec le couple en deuil, là, t'es genre, OK, c'est vraiment deux extrêmes, là. Mhm, tout à Ouais, fait. La série en soi te fait vivre toutes sortes d'histoires très, très différentes, mais chapeautées par Guillermo del Toro. c'est ça. Ben, on arrive justement à mon deuxième point, puis Oui. c'était l'ambiance. J'ai été plus dans le sens où, comme je le disais tantôt, j'ai l'impression que, tu sais, toi, c'était dans ton premier point, la question un, qu'est-ce qui t'accroche? Mais moi, j'ai l'impression que justement, je le fais pas nécessairement, puis qu'il faudrait que je le fasse plus. Puis j'ai pensé à deux films dont j'aimerais m'inspirer justement pour créer des ambiances, dont Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Euh, pour moi, ce film-là est tellement un chef-d'œuvre en ce qui consiste à nous immiscer dans le feeling qu'on est censé avoir.
tu sais, le camp, le camp de soldats, le fait que c'est tout le temps sombre, la part évidemment de fantastique vis-à-vis la réalité de la guerre. Je trouve que l'amalgame justement de ce qui est surnaturel et tu sais, je trouve qu'en fait, l'horrible de la réalité et l'horrible du fantastique ont été parfaitement jumelés. Et je connais très bien cette œuvre parce que je la fais travailler en classe, puisque j'enseigne le conte merveilleux et fantastique, et les élèves doivent écouter ce film-là, puis décortiquer justement, est-ce que ce que Ophélia vit par rapport aux faunes, par rapport au labyrinthe, c'est vrai? Ou bien elle s'imagine tout ça pour fuir sa réalité qui est horrible, qui est la réalité d'un beau-père violent, de la réalité de la guerre civile espagnole. Fait que je trouve que de mettre cette ambiance-là, puis de nous faire comme l'immersion, c'est vraiment très, très bien joué, sans parler des créatures qui sont mises en scène dans ce film. Et l'autre, mais là, ça, ce serait vraiment un désir très fort, c'est Parasite, qui est un film quand même assez récent, que beaucoup de gens connaissent parce qu'il a gagné l'Oscar du meilleur film, qui est un film de Bong Joon-ho, je le dis probablement pas bien, qui est un film coréen. Moi, faire un scénario d'horreur qui relève de ce genre de mise en place, ce serait vraiment un rêve pour moi d'arriver à réaliser, à mettre en scène ce genre d'ambiance où il est nullement question de surnaturel, mais de faire vivre de la peur comme ça, de faire vivre de l'angoisse à des joueurs alors qu'il n'y a rien qui relève des choses qui ne pourraient pas arriver dans la vraie vie, ça, je trouve ça fascinant. Sincèrement, quand j'ai écouté ce film-là, je savais pas ce que j'allais écouter. Rapidement, là, un peu le scénario, c'est une famille qui est très pauvre, qui est au chômage. Ils sont assez nombreux, ils vivent dans un taudis, là. Ça va pas super bien. Puis un jour, le fils de la famille parvient à se faire embaucher à l'aide de ruses, parce qu'il se fait un faux diplôme, disons, par une famille. Et là, va commencer euh, la débandade, puisque il va commencer à s'immiscer dans la vie de cette famille-là, qui est une famille extrêmement riche, qui a une certaine notoriété, mais tous les membres de la famille Kim, qui est la famille du jeune homme, vont aussi commencer à s'immiscer dans la famille. C'est vraiment terrifiant, puis c'est vraiment bien joué. Puis tu sais, je m'imagine, mettons, que les joueurs soient soit la famille Kim ou soit la famille qui se fait avoir par la famille Kim. Fait que, genre, je trouve que ce serait tellement un scénario de jeu de rôle incroyable. J'aimerais pouvoir mener une partie de jeu de rôle qui a l'air de ça. Mais ce serait un réel défi, là. Je suis pas sûre que ce soit possible, mais je trouve ça inspirant. Parce que, Ouais, justement, oui, continue. j'ai, je constate ce désir-là, justement, en faisant l'exercice. Je me rends compte que j'écoute quasiment que des films qui m'inspire plus au niveau des conflits du quotidien ou des problématiques du quotidien que de choses qui relèvent pas du réel. Puis justement, tu sais, je sais qu'on joue à des jeux de rôle pour s'évader, pour revivre les conflits du quotidien, blablabla. Mais je pense qu'il y a des parties de jeux de rôle qui pourraient porter là-dessus. Puis justement, des enjeux moraux qui ont rien à voir avec battre des créatures tentaculaires et compagnie, là. Tu sais, il y a de réelles problématiques là, dans ce film-là qui doivent être réglées ou des solutions qui doivent être trouvées rapidement ou des ennemis qui doivent être neutralisés. Puis, tu sais, des ennemis, on s'entend, là, c'est pas vraiment leur ennemi, c'est juste qu'ils ont choisi d'en faire leur ennemi. Je trouve ça vachement intéressant. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est ça, comme toi, on dirait que j'ai de la difficulté on dirait que j'ai de la difficulté à essayer d'imaginer comment ça pourrait se faire parce que c'est tellement. Tu sais, veux pas, il y a comme une limite de ce que tu peux ressentir, ou du moins ce que tu peux te sentir dans l'implication d'une partie de jeu de rôle, je crois, selon moi. Et à partir du moment où est-ce que c'est très tangible et c'est très terre à terre, j'ai peur qu'il y ait au moins une ou deux personnes autour de la table qui soient pas vraiment tant que ça impliquées, parce qu'au final, tu te dis, ben, tu sais, c'est pas grave, si je me fais juste prendre, je vais me faire arrêter par la police, puis c'est ça l'implication. Parce que c'est ça, au final, tu Mhm. sais, le problème, en quelque sorte. Tu sais, c'est ça qui arriverait comme finalité. Fait que, on dirait que mais en même temps, je comprends tu sais, j'adore ce film-là, j'adore Parasite. Je comprends le plaisir, mais vois-tu, on dirait que je serais porté à reprendre cette formule-là,
mais de justement devoir Mais impliquer quelque c'est ça. chose, mais pas nécessairement du Exact. surnaturel, mais genre impliquer que, genre, exemple, ils découvrent que la famille Kim, ils, ils ont tué quelqu'un, tu sais, puis là, ils ont comme le cadavre caché quelque part dans un mur. Ouais, ça. Mais on se rend quasiment jusque-là, là. Tu sais, Ouais, je je veux sais, mais dire. mettons, ça serait tout de Ouais, suite ouais. un. Exact. Fait que Mais, j'ai tu sais, l'impression mettons, que, ouais, j'ai un jeu de rôle qui me vient en tête, qui me donne un peu cette dynamique-là auquel on a joué, c'est Bedlam Hall. ouais. Tu sais, c'est les joueurs qui essayent de gagner du prestige en se backstabant un peu. Tu sais, je trouve qu'il y a un peu cette dynamique-là d'être à l'intérieur d'une famille qui a une certaine notoriété. Là, c'est sûr que c'est pas, les joueurs sont pas de la même famille, mais ça pourrait. Tu sais, tous les serviteurs de la famille Blackwood dans notre partie, mettons, pourraient être des individus qui partagent un lien familial. Fait que voilà. J'ai l'impression que ça serait le genre de, ce style de jeu-là, tu sais, autant dans le style de scénario qui te parle et tout ça, comme Parasite ou autre, j'ai l'impression que ça serait surtout prenant pour justement des joueuses et des joueurs qui sont friands de jeux comme des PBTA, comme, tu sais, Exact. Ouais, ouais. à la Blackwood, là, à la Blackwood comme on avait Mhm, fait, là. Fait que mhm. c'est quelque chose qui était où est-ce qu'il y a un peu plus de création, tu sais, collaborative et un peu plus justement de sur les relations entre les personnages et Ouais. qu'est-ce qui vient influencer ça. Mais ouais, effectivement. OK. Et voilà. Dernier Je suis point. là avec mon troisième. Ben oui, ça fait quasiment Vas-y. ça fait 1 heure et demie. Oui, Plus que ça, exact. même. Je vais être très court. J'ai changé en fait parce que j'avais mis quelque chose d'autre, puis je me suis rendu compte qu'au final, c'est pas des films et des séries, c'était de la littérature. Fait que j'ai changé. J'ai mis c'est un peu drôle comme ça, mais j'ai mis Cartoon Network au sens large, les shows de Cartoon Network. C'est-à-dire, par exemple, Le Laboratoire de Dexter ou Adventure Time, Steven Universe, les plus récents, les Powerpuff Girls, tu sais, où il y a quelque chose de. Ça, c'est plus mon côté plus gonzo à la. Presque justement à la DCC, tu sais, à la Dungeon Crawl classique, quelque chose où est-ce qu'il va un mélange de fantasy et de science-fiction qui va se faire un peu en même temps et au-delà de quelque chose de très flyé qui va pas nécessairement s'expliquer. Tu sais, il va y avoir un bonhomme nuage qui va parler. Puis t'as pas besoin de savoir de raison pourquoi est-ce qu'il y a un bonhomme nuage qui parle. Ça existe tout simplement dans ce contexte-là. Et ça, c'est quelque chose qui vient me stimuler vraiment dans une toute autre facette. Alors que tu sais, je suis beaucoup dans l'horreur, mais ça, c'est vraiment complètement autre chose. Et tu sais, je prends par exemple. Je veux faire une référence à une partie que j'avais faite de Espace Cosmique, qui était comme un jeu sur lequel je travaille, puis les personnages, ils s'en allaient sur une station, pas un truc balnéaire, tu sais, un genre de resort où est-ce qu'il fallait qu'ils aillent se reposer, tout ça, puis c'était gardé par des genres d'hommes-poissons qui leur servaient de la bouffe et tout ça. Tu sais, c'est très flyé, ça s'explique pas, ça n'a pas besoin de s'expliquer, c'est un tout, mais tu as quand même le plaisir de vivre et d'expérimenter des situations qui sont très loufoques. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce contexte-là, dans cette partie-là, c'est que souvent ces shows-là, ces shows qui sont souvent jeunesse, mais qui vont parfois avoir des thèmes qui sont très matures et qui sont très adultes et des sous-entendus, comme par exemple dans Adventure Time, où est-ce que tu as le sous-entendu de la guerre nucléaire qui est venue détruire la Terre. Ben justement, il y a des moments où des séquences ou des parties complètes comme dans ces shows-là, qui vont être très sérieux et très même à la limite horrifiques, et que ça vient tellement taper fort parce que tu es complètement à l'opposé de l'ambiance qui habituellement ressort de ces shows-là. Et ça aussi, je trouve ça vraiment bon. Je trouve ça vraiment intéressant de justement être capable de jouer sur être capable de jouer sur le contraste entre on est dans le quotidien puis c'est le fun, puis soudainement il se passe quelque chose, puis là tu comprends que oui, il y a des implications et qu'il y a un danger et que c'est vraiment plus sombre ou plus dark que dans le profond, même si la couverture demeure plus léchée et colorée. Et ça, je trouve que c'est vraiment très stimulant. Très, 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 très plaisant à aller chercher de l'inspiration à ce niveau-là. Puis je pense que des jeux de rôle qui en ont fait un peu leur marque de commerce. Tu sais, si on pense à Troika, là. Tu sais, je Oui, veux dire, ben, c'est l'exemple, je trouve que c'est ouais, de l'exemple la. par excellence, là. Exact. De mon côté, Mhm. beaucoup moins rigolo et loufoque.
Je suis encore allée plus avec une thématique que des œuvres, mais j'ai quand même affilié des œuvres, puisque dans la question 1, j'ai répondu que c'est beaucoup les personnages qui m'accrochaient ou qui m'inspiraient. J'ai été vers justement la complexité des personnages ou la nuance de certains personnages que j'ai retrouvés dans des séries où je trouve qu'il y a peu de personnages qui sont blancs ou noirs. Tu sais, c'est toujours des personnages un peu gris, on ne sait pas vraiment qui est le méchant, on ne sait pas vraiment qui est le gentil. Et la première série, je vais mentionner, c'est ma série numéro un dans tout l'univers. S'il pouvait juste en rester une, c'est celle que je choisirais. Il s'agit de Peaky Blinders. Je trouve vraiment que c'est une série incroyable pour nous faire adorer des personnages et les détester à la fois. Et ça, en quelques minutes. Parfois, il y a des décisions qui sont prises, il y a des actions qui sont posées qui font en sorte qu'on peut être hyper d'accord avec un personnage, puis 2 secondes après, le trouver exécrable. Puis pour moi, c'est vraiment une force des NPC, par exemple. De pas être en mesure en tant que joueuse, admettons qu'on me présente un NPC, de savoir, je sais pas, j'ai aucune idée de si ce personnage-là, je peux y faire confiance ou pas, puis qu'on me fasse douter, c'est vraiment une façon de me faire accrocher à la partie parce que je vais vouloir savoir. Puis je vais poser des gestes, je vais poser des questions. Tu sais, ça va me faire en sorte que je vais vouloir interagir avec ce NPC-là ou avec le joueur. Mettons que c'est un joueur qui s'est créé un personnage nuancé comme celui-ci. Ça va me donner le goût de jouer. Ça va mettre beaucoup d'essence dans la machine, disons, en tant Mhm. que joueuse. Puis je trouve que cette série-là le fait vraiment bien et Killing Eve aussi, qui est peut-être un peu moins connue, qui est une série qui a été écrite par une femme que j'adore, qui s'appelle Phoebe Waller-Bridge, qui est aussi celle qui a créé Fleabag, qui est une de mes séries favorites aussi, où finalement c'est l'histoire d'une agente là, du MI5 qui est Eve Polastri et qui, dans le fond, tente d'arrêter une tueuse qui s'appelle Villanelle, qui est un peu ben, c'est une psychopathe, mais c'est surtout une tueuse à gages. Elle est engagée pour tuer des gens. Et rapidement, même si à la base, Eve semble être l'héroïne et que Villanelle semble être l'antagoniste, on ne sait plus trop et on ressent beaucoup d'empathie pour Villanelle et parfois on est vraiment en colère contre Yves. Donc cette série-là, j'ai vraiment trouvé que c'était incroyable pour qu'on sache pas qui est vraiment le méchant. Puis en fait, il y en a pas vraiment. Tu sais, tout le monde est un peu trou de cul, puis tout le monde est un peu empathique. Fait que moi, ça, j'aime vraiment ça, cette grosse nuance-là de la voir mise en scène et d'essayer justement de faire des personnages de ce genre-là, que ce soit des NPC ou mes personnages joueuses. Je dis pas que c'est facile, mais j'aimerais m'en inspirer pour faire mes personnages. Donc voilà. Killing Eve, c'est British et également Peaky Blinders. Donc voilà. Et je vous invite vraiment à découvrir ces séries-là. C'est sûr que c'est joué par des acteurs extraordinaires. Je pense que ça a un lien là, avec le fait que je les ai trouvés bons puis que je les ai trouvés nuancés. Mais vraiment, ce sont deux séries incroyables qui m'ont beaucoup plu par rapport à la complexité et à la nuance des personnages qu'on y voit. Très bien dit. Voilà. Maintenant, Pépé, Oui. parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle. On vous avait prévenu que lui et moi, ça allait déborder quand on parle Ouais, de ça. oui, Puis c'est je pense que sûr. même qu'on s'est un peu retenu. On est rendu à la question poison quand même. Donc Oui. ça sonne la fin. Et depuis quelque temps, j'aime bien faire des t'as le choix entre ça et ça. Et Mhm. c'est ce que nous allons faire. Et de la façon dont je vais procéder, c'est qu'au fond, je vais te mentionner un genre de film, par exemple science-fiction. Mhm. Je vais te dire deux films ou une série, là, il y a un mélange des deux. Et tu vas me dire, ben, dans quel de ces univers-là ou quelle ambiance de ces univers-là tu aimerais exploiter dans du jeu de rôle. Première ambiance, post-apo. OK. Est-ce que tu aimes mieux faire une partie dans l'atmosphère de La Route, le Mhm. film, qui est Mhm. inspiré d'une œuvre écrite, Oui. ou Mad Max? Oh boy. Je dirais Mad Max probablement parce que
Tu encore une fois, ça dépendrait de la situation. J'ai l'impression qu'une game, une partie, c'est vraiment une bonne question, ça, par exemple. Une partie Puis inspirée t'es par même pas la. tenté Ouais, de te justifier. ouais. Absolument, il faut juste répondre. Ben là, rendu là, je Mhm. suis un peu. Je vais dire rapidement, la route, ça serait probablement une partie que je pense que j'aimerais ça faire. Mais hey, pour vrai, si tu me donnerais le goût, là, j'y pense, puis on dirait que j'aurais le goût de faire quelque chose qui est très ambiance dans la route. Mais je Ah, pense que moi, ça j'ai serait full du. le goût, Oh, là. mais Je suis ça serait très du. inspirée Oh, par mais ça. ça serait du 1v1. Je ferais pas ça avec genre 5 Ouais. joueurs. Je ferais ça avec un seul Mhm. joueur. Mais dans une partie de jeu de rôle avec plein d'autres mondes, ça serait Mad Max, là. C'est sûr et certain, c'est plus entrevenant, c'est plus impliquant, c'est plus ouh, on a du fun. La route, c'est comme drabe, là. C'est pas le fun, là. C'est pas, t'as pas une partie de plaisir, là. Fait que c'est ça. Fac, réponse, Mad Max. Ouais, Mad Max. Excellent. Deuxième, horreur. Puis là, ça a été difficile parce que moi, évidemment, mon champ de l'horreur est vraiment pas aussi grand que le tien. Tu as le choix entre The Lighthouse Mhm, de Robert Eggers ou mhm. Midnight Mass de Mike Ah, Flanagan. Midnight Mass, Midnight Mass. C'est même pas une OK. question de. Midnight Mass, il y a trop de. Lighthouse, c'est très cool. C'est très cool. Encore une fois, j'ai l'impression que je ferais ça peut-être avec deux joueurs gros max, là, si je veux vraiment Mhm. répéter ça. Mais Midnight Mass, il y a tout le contexte d'une. Tu sais, d'une. Si je pourrais avoir une campagne complète avec cette série-là de Mike Flanagan, pour les gens qui ne connaissent pas ça, allez voir ça, là. Tu sais, Mhm. tout le contexte du village, des implications, des secrets, des. Je pense que ça pourrait bien se faire en campagne avec plusieurs joueurs et joueuses. Excellent. Science-fiction. Oui. Le- J'imagine que tu as vu le premier, je suis pas sûre. On n'en a jamais parlé. Premier choix, Solaris. Oui. Deuxième choix, Lequel? Westworld. Georges Clooney ou l'autre Non, avant, ouais, ça, George Clooney. J'ai OK. pas vu l'autre avant. OK. Ou l'autre, c'est quoi le deuxième choix? Westworld, la série récente. Westworld, je crois. Autant j'aime Solaris, je trouve que c'est une belle œuvre, très lente. C'est bon, c'est impliquant, puis à la limite, c'est très hard science fiction. Mhm. Encore une fois, j'ai l'impression que dans une campagne avec plusieurs joueurs, on aurait plus de fun avec quelque chose qui est plus à la Westworld. Puis je pense Mhm. que je voudrais comme laisser perdurer le temps. On dirait que je ferais comme trois quatre games avant de faire hey, finalement, c'est comme une mise en situation. Si vous avez Ouais, payé pour être là, vous avez du fun. Ou même trois quatre games, puis finalement, ça révèle que les personnages, c'est les robots. Tu sais. ouais. Ça serait quand même cool. Ouais. Fait que ouais, Mhm. Westworld. OK, excellent. Là, on n'a pas pris la peine de résumer chacune de ces œuvres-là, mais on vous invite à les googler là, parce qu'on parle déjà depuis très longtemps. Ouais. Avant-dernière, médiéval Oui. fantastique, je peux pas passer à côté. Et là, j'ai pris vraiment des œuvres très, très connues. Game of Thrones ou Lord of the Rings. C'est très Euh, différent quand même, là. ouais. Je pense que c'est drôle, mais je pense que je vais y aller avec le Seigneur des Anneaux parce que Game of Thrones, c'est les deux. En fait, c'est drôle parce que les deux, j'ai animé des campagnes dans ces univers-là. Mhm, Autant Game of Thrones avec le jeu du Tour de Fer, autant dans Lord of the Ring avec le jeu du Seigneur des Anneaux. Et je trouve que c'est moins compliqué, le Seigneur des Anneaux, parce que mhm, souvent, c'est plus à petite échelle, c'est plus le voyage et l'aventure, c'est plus les thématiques sont plus faciles à s'approprier, alors que dans le Trône de Fer, je trouve ça plus complexe à devoir gérer le contexte géopolitique de la place. Et c'est pour faire référence à une autre partie que j'ai déjà animée dans un univers qui a été préétabli. Tu sais, pendant la partie, de me faire dire, c'est parce que dans le fond, tel personnage ou tu sais, tel peuple ou telle mhm. maison n'existait pas vraiment à l'époque où est-ce qu'on joue. Je vais en faire comme, ah, tabarnak. Je sais me faire tout le temps Ouais, comme ouais. me faire reprendre sur des Reprendre au choses. niveau du Ouais. lore, là. Fait que non, définitivement, ça serait plus le Seigneur des Anneaux. Ouais. Parfait. Dernière question, et ça, c'est vraiment une question poison, Pépé. Vas-y. S'il ne pouvait exister que le cinéma ou que les jeux de rôle? Ah ouais, c'est ça la question. Mhm. Qu'est-ce que tu Euh... choisis de garder en vie? Ah, c'est chiant, ça. Mhm. Dans le fond, ça serait que l'autre cesse L'autre, d'exister, ouais, puis ne peut plus exister. exact. Tu Ah, pourrais pas ok. l'inventer, là. Ah, ok. J'ai l'impression que le jeu de rôle pourrait s'inventer plus facilement que le cinéma sur le court terme. Euh... Mon Dieu, bonne question. Je sais pas. Allez, Je pense que commets-toi, moi j'ai ma moi, réponse, hein. je pense que ça serait le cinéma. Ouh là là! Ouais, je pense que ça OK. serait le cinéma parce que c'est tu sais, c'est plate à dire, mais tu sais, au day-to-day,
c'est plus impliquant dans ma vie au quotidien, avec, exemple, ma Mhm. conjointe, avec, tu sais, ma famille, tout ça, C'est plus que le accessible. jeu, c'est plus accessible que le jeu de rôle, ouais. Puis j'ai l'impression que le jeu de rôle, probablement que je pense pas que je jouerais au jeu de rôle aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le cinéma. Mhm. Ouais, Fait qu'il y en a un qui est à l'origine de l'autre. ouais. Puis toi? Excellent. Ouais, moi aussi, c'est cinéma, sans Ouais, hésiter. Le cinéma m'apporte plus de joie que le jeu de rôle. ouais. Je Hum. comprends, Ouais, mais quand c'est même, c'est hein? chiant comme question, j'aime pas ça. Ben, c'est ce qu'on appelle une question poison, Je pensais que Pépé. t'allais me donner comme une dernière choix, genre des drames, puis me sortir deux films de drames, puis me dire dans quel univers j'étais. Non. Ouais. J'aurais dû, hein, en plus que c'est mes coups de cœur, les drames, J'aurais mais trouvé bon. ça drôle, j'aurais fait genre, ah, j'aurais pensé. J'étais comme, ah, dans quel est-ce que je veux jouer dans l'univers de Mais, c'est 19-2 ou oh, je veux jouer dans l'univers de minuit le soir? Dans quel univers montréalais je vais évoluer? on a trop parlé de Claude Legault dans cet Ouais, c'est épisode de vrai, c'est Discuter entre vrai. les dés. Mais pour finir sur une note qui te rend un peu plus heureux, est-ce qu'il y a un film récent que tu aimerais conseiller aux auditeurs et auditrices avant qu'on leur dise au revoir? Oui, je Ou peux une le série? dire. Moi, je peux dire un film. Un film qui a gagné la Palme d'Or à Cannes l'année passée. Parce que je trouve que c'est une œuvre en partie française. Fait que je trouve ça intéressant pour si les gens qui nous écoutent, qui sont au Québec ou même en francophonie européenne, ne l'avaient pas vu. C'est Anatomie d'une chute. Tu l'as-tu vu? Hmm. Non, pas encore. Qui est vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Je pensais que ça allait être. Des fois, il y a des films comme ça que c'est affiché comme un drame thriller, puis c'est beaucoup, beaucoup plus drame que thriller. Puis là, maintenant, je commence à trouver ça long. Sauf qu'il y a quand même vraiment tout l'aspect de la gestion du procès dans ce film-là, qui est, en gros, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une femme qui est suspectée du meurtre de son mari. Et la seule personne qui est, on va dire, qui est plaidée pour pouvoir parler contre ou pour elle, c'est son fils aveugle qui est placé face au dilemme moral en tant qu'unique témoin de la scène. Mhm. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. C'était vraiment bon. C'était vraiment, vraiment bon. Fait que ouais, je reste ça. Excellent. Puis Sur ma toi, liste, je crois qu'il est aussi nominé aux Oscars, n'est-ce pas? ça se peut. Ça se peut que ce soit nominé aux Oscars. Je crois il est sur Comme la meilleur liste film des meilleurs étranger. films. Même meilleur film, je dirais. Ah, ça se peut. Ça se peut. Oui, parce qu'au final, C'est ouais, en- Je suis il est en dans. train d'essayer de me les Ouais. claquer, là, les 8 ou 9. J'en suis à 5, je crois. Et celui que je vais mentionner, il est sur cette liste et c'est Poor Things de Yorgos Lanthimos. Je suis vraiment gossante avec tout le monde à propos de ce film-là. À chaque fois qu'on me demande si je conseille un film ou qu'est-ce que j'ai écouté récemment, je mentionne ce film-là, qui est le réalisateur de quelques films, dont The Favorite, qui était son dernier avant Poor Things. Également The Lobster, qui est de Oui. ce réalisateur-là. Et c'est un peu une réécriture de Frankenstein. Mais ce n'est que disons, le début, la prémisse, où il y a une femme créature, un peu, hein, Poor Things, qui est jouée par Emma Stone de façon incroyable, spectaculaire. Et on voit le développement de cette femme-là qui, en fait, a les agissements d'un bébé carrément, et on la voit évoluer dans le corps d'une femme adulte, mais on voit son évolution à partir d'un cerveau de bébé, là, carrément. Euh, et on la voit comme apprendre à vivre en société, apprendre à être une femme. C'est vraiment une œuvre qui est féministe là aussi, et c'est incroyable. C'est basé sur un livre que je n'ai pas lu, mais vraiment, c'est sûr que je vais aller le lire et c'est un univers tout à fait incroyable. Ça se passe dans un monde qui est pas réel, même si ça a l'air d'être à l'époque victorienne à cause des costumes, mais on est aussi futuriste parce qu'il y a comme des zeppelins, puis c'est vraiment incroyable. Je vous le conseille et j'espère franchement qu'ils vont gagner le score du meilleur film, même si ben, il y a Oppenheimer en liste, là, donc j'ai l'impression qu'il va tout rafler. Mais dans tous les cas, je vous invite à aller l'écouter, ne serait-ce que pour la performance de Emma Stone, mais il y a plein d'autres acteurs vraiment bons dans le film, que je peux mentionner, là, Willem Dafoe qui joue le docteur Frankenstein dans le film, Mhm. Mark Ruffalo qui est aussi assez incroyable. Donc voilà, je vous T'as-tu le vu conseille. Canine Non, de son premier film à l'Orgus? non, j'ai juste vu C'est les, troublant en les tabarnak. quatre derniers. Vraiment, vraiment troublant. Je pense que C'est tu aimerais ça. souvent troublant, là, son cinéma, Ouais, mais ouais, c'est ouais. que c'est difficile à trouver. Il y a Ouais, c'est quelques super difficile. des Ouais. films qui sont difficiles à trouver, c'est un peu niché. Mais voilà. Ben, merci d'avoir été avec nous tout ce temps. Quand même, je crois que c'est le plus long discuté entre les dés de l'univers, alors que nous étions deux seulement. Une On a chance qu'on n'avait tellement pas une juste troisième personne droppé parce des que noms de sinon, films.
Ouais, mais on espère avoir contribué à votre culture à ce niveau-là. Puis aussi, surtout, vous encourager à nous envoyer en commentaire, vous, les films qui vous ont inspiré dans vos parties de jeux de rôle ou Mhm. pour créer des personnages, parce que clairement, il y a plein de gens de notre communauté qui ont d'autres idées que les nôtres. On a parlé beaucoup de cinéma, mais ça peut être aussi de la télévision. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, la petite cloche pour ce qui s'en vient, sur Facebook. Et si jamais vous n'avez pas gaspillé tout votre argent en popcorn et en cinéma, vous pouvez nous soutenir sur Patreon pour les projets à venir et en avance et certaines exclusivités. Puis d'ici là, je dis bye Pépé. On se Oh reparle my de God. cinéma bientôt. Et Oui. bye tout le monde. Au revoir tout le monde. Bon cinéma. Bon cinéma. C'est comme, toutes Mhm. les gens disent, il faut qu'ils se ferment leur cellulaire.